Salut Nolwenn, merci d'avoir accepté de venir parler de ton travail aujourd'hui. Donc on va parler en gros de tout ce que tu fais, quoi, de ton parcours, parce que je connais assez peu finalement. Parce que moi j'ai découvert ce que tu faisais avec le court-métrage Le rêve de Sam. Que tu peux te présenter peut-être et expliquer un petit peu en gros ce que tu fais avant de partir sur ton parcours. Ouais, bah du coup moi je suis storyboardeuse à la base. Mhm. J'ai fait l'MK à Angoulême et je suis sortie, je crois que c'était en 2011. Et du coup, quand je suis sortie, à la base, moi je voulais faire de l'animation, comme beaucoup quand on est à l'école, c'est un peu le rêve quoi. Ouais. Et j'ai pas trouvé de boulot à l'époque. J'avais pas d'expérience. Et quand je revois mes animes de l'époque, c'est vrai que j'avais pas non plus le niveau. Et je suis un peu tombée par hasard dans le storyboard à cause d'un quiproquo en fait avec quelqu'un dans la boîte MacGuff, Illumination Ouais. MacGuff. Et donc voilà, à la base moi j'y allais, enfin je voulais faire de l'animation et j'y suis allée pour faire un entretien et on n'avait pas vraiment dit pourquoi était l'entretien en fait. Et du Ouais. coup il y avait eu ce quiproquo, eux ils cherchaient un storyboarder et puis quand j'ai compris ça, bah du coup je me suis dit ok, je vais me lancer dans le storyboard alors parce qu'il me fallait un boulot quoi. Et puis c'était une grosse boîte, hein. Je me suis dit bon, je vais faire tout ce qu'ils me demandent. Et donc voilà, j'ai été mise dans l'équipe de storyboard à MacGuff. Et puis ils m'ont tout appris, donc la mise en scène, le dessin aussi, parce que mine de rien, quand tu sors de l'école, moi en tout cas, je savais pas très très bien dessiner, mais c'est Hmm. grâce à l'équipe en fait. Ils m'ont vraiment tout appris quoi. Puis Ouais, après, surtout qu'il y a un type de dessin particulier à avoir dans le storyboard. ouais. C'est pas du dessin académique ni du dessin pensé pour l'image fixe. Enfin, il y a quand même des trucs C'est qui sont assez clair, ouais. spécifiques, quoi. Ceci dit, les gens qui m'ont appris le storyboard, c'est des anciens animateurs de Disney pour la plupart, enfin pour certains. Et en fait, ouais, à la base, j'ai appris le storyboard avec ces grands dessinateurs qui ont été mes mentors. Du coup, c'est des gens comme Zébé qui récemment a encore réalisé Sing et puis Habib, Marco qui était aussi animateur et Eric qui était animateur à Disney et tout. Donc eux, ils ont quand même un dessin très clean quoi par rapport Ouais. à d'autres dessins de storyboard. À la base, je pensais que c'était ça le storyboard, de vraiment faire des beaux dessins et tout, mais parce que eux, ils sont tellement forts que ça leur Ça prend dépend des pas. boîtes, de ce que j'ai compris. Ouais. Ah ouais, bah c'est clair C'est parce ce que me disait que Emmanuel dans une interview il y a pas longtemps sur le storyboard où il avait fait un stage à McGuff, où il disait que ouais, eux, c'est particulièrement, enfin, c'est pas la seule boîte où c'est très soigné, mais c'est particulièrement soigné là-bas, ce qui n'est pas le cas dans d'autres endroits où il fait de la série ou des choses comme ça, exactement. quoi. Mm. Ah, moi, ça m'a choqué quand j'ai bossé ailleurs du coup, parce que Ouais. tout à coup, ils demandaient pas un niveau de clean aussi intense. Et du coup, c'est vrai que ça allait plus vite. Mais qu'à MacGuff, je pense qu'ils sont aussi habitués, les producteurs sont habitués à avoir des super beaux storyboards. Et du Mm. coup, maintenant, ils demandent ou ils te donnent le temps, en fait, pour vraiment bien cleaner ton storyboard. T'envisageais pas le storyboard au départ, parce que moi, je te connais du boulot de réalisation, en fait. Donc, je me demandais, est-ce Ouais. que tu as toujours voulu réaliser ou est-ce que tu es, parti dans le côté technique? Parce que l'MK, de ce que j'ai compris, c'est très réalisation, enfin, toucher à tout et tout Alors, ça, par rapport à une ouais. école plus technique. Bah, en fait, c'est vrai que moi, à l'époque, on comparait beaucoup l'MK avec les Gobelins et on Mm. disait surtout que voilà, les Gobelins, ils étaient très forts techniquement. Ah bon, ils font des super histoires aussi, mais voilà, leur éducation là-bas, c'était vraiment de la technique, Ouais. faire des choses très précises et tout. Que l'MK, c'était un peu plus artistique, entre guillemets, même si quand même moins. Mais il y avait vraiment ce côté, effectivement, il y a des gens qui sont sortis de la promo qui disaient déjà qu'ils voulaient être réalisateurs. Mhm. Et moi, à l'époque, pas du tout, du tout. J'avais pas envie, enfin, j'avais l'impression que j'avais pas d'histoire à raconter. Je me souviens que même pour mon film de fin d'études, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas d'idée, je savais pas quoi raconter, donc j'ai fait une espèce de truc, une histoire sur le petit chaperon rouge, comme tous les gens qui n'ont pas trop d'idées, tu vois, tu Ouais. lui Tu adaptes adaptes un déjà truc. un conte. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, non, j'avais pas envie de faire de la réalisation. Je voulais être forte en animation. Et puis, quand j'ai commencé à faire du storyboard, donc à MacGuff, au bout de quelques mois, j'ai avoué à tout le monde que j'étais là sur un quiproquo, que le storyboard, j'en avais jamais fait de ma vie et que du coup, voilà, je m'étais retrouvée là, mais que mon rêve, c'était l'animation. Et là, j'ai un de mes mentors qui m'a dit, ah, mais si tu veux, on t'apprend, quoi. Nous, on vient de Mhm. Disney, on a fait des longs métrages et tout en animation 2D, donc si tu veux. Donc, ils m'ont donné des exercices à faire pendant que je faisais le storyboard. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que l'animation, j'aime bien ça,
quand on fait nos propres animes à la maison. Mais comme j'ai aussi rencontré du coup des animateurs à MacGuff dans la boîte et que j'ai un peu vu ce que c'était le métier Mhm. au jour le jour, quoi. Ça m'a moins plu que le storyboard, donc finalement, je suis quand même restée au storyboard et j'ai vraiment commencé à comprendre pourquoi. Enfin, j'ai l'impression que ça a un peu changé ma perspective. C'est-à-dire que l'animation, c'est joli, mais j'aime encore plus quand ça raconte quelque chose. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et du coup, c'est vrai que le storyboard, ça groupe un peu plein de choses où tu fais pas vraiment de l'animation, mais tu sais, tu fais des poses clés. Donc, tu as quand Mhm. même de l'acting dedans. Et tu peux faire des choses, tu peux faire de l'action, de l'émotion avec seulement les poses clés. Et c'est ça qui me plaisait aussi là-dedans, c'est que du coup, tu pouvais vraiment travailler tes poses clés. Et puis, bon, bah, il y a un peu aussi le décor, aussi apprendre à raconter quelque chose avec Ouais. soit de l'émotion, soit des gags ou de l'action, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé dans le storyboard quelque chose qui, je pense, me manquait dans l'animation. Et je pense maintenant que je ne pourrai jamais faire de l'animation en production. Ça me semble vraiment très, très difficile. Oui, bah, c'est ce que tu disais au début, que tu pensais vouloir, enfin, on pense vouloir faire de l'animation parce que c'est les films d'animation, on aime ça et Mhm. on se dit que c'est C'est le truc, l'animation. la voix, quoi. Alors que non, il y a tellement de trucs. Là encore, Ouais, dans les interviews, j'ai parlé de choses qui sont un peu, enfin, qui sont techniques, mais qui restent les points clés, quoi. Le storyboard, l'animation, la couleur. Mais il y a tellement aussi d'autres trucs ouais, qui c'est existent, complet quoi. Et ça, on le sait pas trop avant d'être, soit de se dans renseigner le milieu. beaucoup, soit peut-être de faire un stage et de se rendre compte que, ah, bah, dans le département d'à côté, il y a quelqu'un qui fait un truc trop bien. Mais c'est pas Ouais, évident c'est ça. de savoir les métiers qui existent, en gros, quoi. Bah, à l'école, on nous en parle pas trop, j'ai l'impression. Et puis, Ouais, c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur l'animation parce que c'est pour ça que les étudiants, en général, viennent dans les écoles. Je sais que les animateurs, c'est un peu comme les acteurs, c'est un peu les stars. C'est ceux qui ouais, amènent la vie, tu vois, entre guillemets, dans l'animation, enfin, dans les films. C'est ceux qui, comment dire, ouais, ils sont un peu acteurs dans leur tête, et donc ils le mettent ensuite en dessin ou en 3D. Et ouais, c'est le rêve de donner vie en fait à quelque chose. Et même encore maintenant, quand j'ai fait ce court-métrage justement, où, quand on s'était rencontrés, Sam, le rêve de Sam, euh, j'avais animé une petite course. Enfin, la première chose que mhm. j'ai faite, c'était animer une petite course de la petite souris. Et quand enfin, c'est devenu un dessin fixe, d'un dessin fixe, c'est devenu une animation. Et en fait, c'est vrai que j'ai ressenti ce petit, tu sais, le truc un peu magique. D'un seul coup, ça prend Ouais. vie et forcément. Et puis même après, quand on a fait une grosse production avec Barbara et tout, on a embauché des animateurs et on en a eu un ou deux. Ils étaient tellement forts. À chaque fois que je voyais leurs animations, c'est vrai que moi, ça me redonnait en fait courage et envie de continuer à faire ce film dès que je voyais leurs animations, quoi. Ton travail à MacGuff, c'était ton premier travail pro dans l'industrie, du coup? Ouais. Alors, bah, du coup, j'ai fait un stage dans une petite Mhm. boîte à Angoulême. Et puis, ils m'avaient embauché à la fin du stage pour une semaine. Puis après, ils n'avaient plus de projet, mais c'était pour faire un pilote. Et, D'accord. et en fait, à la fin de l'MK, donc bah, l'été où on a fini notre jury, et donc on a montré nos films de fin d'études et tout, j'ai fait une semaine chez eux. Et puis après, ben, comme j'avais plus de boulot et que j'étais pas encore très forte en animation, ben, je suis rentrée chez mes parents pendant 6 mois parce que je pouvais plus payer mon loyer. Et du coup, j'ai fait mon portfolio, j'ai travaillé à l'animation très très souvent chez moi avec toute la famille autour, c'était marrant. Et au final, j'ai fait une bande démo que j'ai envoyée, j'ai passé des tests d'animation, j'ai été prise nulle part. Et puis c'était assez marrant la façon dont j'ai été prise à MacGuff, où voilà, j'ai un peu appelé en mode j'ai besoin d'un job. Et puis finalement, ils m'ont rappelé parce qu'ils avaient vu mon blog. Et puis Mhm. ensuite, ils m'ont proposé ce boulot de storyboard. Donc c'était Ok. à peu près le premier boulot, effectivement, ouais. Donc ça veut dire que c'était spontané, quoi. Il n'y avait pas une annonce pour tel projet, on cherche telle personne. Comment ça s'est passé là-dessus? C'était Parce que ça a l'air spontané. d'être assez Ouais, c'était. mix souvent. Ouais. Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, Alors, où est-ce que ça commence? Parce que c'est une longue histoire en fait. En gros, voilà. Du coup, je quittais l'MK, j'étais chez mes parents et on vit pas très très loin de Paris.
Mhm. Donc, moi, je montais sur Paris de temps en temps parce qu'il y avait ce qu'on appelait le Bring Your Own Animation. C'était un regroupement, le BOA, un regroupement d'animateurs, pas amateurs, mais qui voulaient rentrer dans le milieu, des étudiants ou alors même des professionnels qui cherchaient tout simplement du boulot. On se regroupait, on prenait un verre et il y avait en général un ou deux professionnels, donc soit de Maguff ou d'autres boîtes, qui étaient là avec un ordinateur et à qui on pouvait montrer notre démo. Comme ça, ils nous donnaient des conseils. Et c'était Ouais, fait pour. Et trop donc ça, bien. c'était génial. Donc j'y allais, c'était le deuxième ou dernier jeudi du mois, je ne sais plus. Et du coup, j'y allais une fois par mois et j'ai rencontré des gens. Et là, je rencontre un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami maintenant. Et à un moment donné, il me dit, écoute, je pense que tu devrais appeler ce numéro pour savoir, il me semble qu'il recrute en ce moment pour un nouveau projet. Donc, j'appelle et je Ouais. demande à parler au patron. Et du Appelez-moi le coup, directeur. ouais, c'est trop ça. Et du coup, j'appelle, c'était la secrétaire que j'avais. Et puis, elle me dit, ah, désolé, il est en réunion, est-ce que je peux prendre un message ou quoi? Et puis, je dis, bah, c'était juste pour un job. Donc, elle a pris mon numéro de téléphone et mon nom. Et voilà. Et puis après, j'ai renoncé à ça. Ils m'ont pas rappelé, sauf 4 mois plus tard, quand j'avais un peu Ouais. fait une croix là-dessus. Et ils m'ont rappelé. Ils me disent oui, alors on a besoin de gens pour le nouveau film de Pierre Coffin, vous savez, celui qui a fait Moi moche et méchant, machin, machin. Et du coup, je vais d'accord, pas de souci. Et ils me demandent si j'ai un portfolio. Donc moi, je lui envoie mon blog. Et puis, quelques jours plus tard, je reçois un email où il me dit, bon, bah, le réalisateur a bien aimé ce que tu as fait. Est-ce que tu peux passer au studio pour un Mhm. entretien? Donc, je fais OK. Donc, je monte sur Paris. Et puis voilà, c'est là que je rencontre Pierre et qui me dit, quand j'arrive, viens, je vais te présenter les storyboarders. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'est un entretien pour le storyboard et pas pour l'anime. Ouais. Et du coup, bon, bah, ça s'est très bien passé. Il m'a fait passer un test quand même, parce que je lui ai dit que j'avais jamais fait de board. Puis il envoyait pas sur mon blog, quoi. Et Ouais. Pierre, il est très particulier parce qu'il donne leur chance aux petits jeunes qui n'ont pas trop d'expérience. Et ça, c'est vraiment particulier à lui. Je connais pas d'autres personnes qui font ça. Mais il l'a fait plusieurs fois avec d'autres personnes aussi. Et puis, au final, voilà, ça s'est très bien passé. Et c'est marrant parce que c'est à peu près de cette manière-là que je suis rentrée à l'MK aussi. Parce que j'ai pas été prise à l'MK, j'ai passé le concours, mais je l'ai raté. Du Ouais. coup, j'ai appelé, j'ai demandé à parler au directeur. Et puis voilà, on a discuté et puis finalement, il m'a fait rentrer en troisième année. Donc c'était Ok. assez, voilà, au culot en général. Mais c'est vrai que là, ça fait qu'on aborde un peu le côté réseau dont on parle souvent aussi dans les vidéos, parce que c'est Ouais, un truc qui fait un peu. Beaucoup disent oui, si tu connais pas les gens, si t'es pas. Ils disent pistonner, mais pour moi, c'est juste connaître des gens. Enfin, c'est pas pareil que ouais. tu places ton fils dans ta boîte, quoi. Et Alors donc, ça veut ouais, dire mais que il y a là, un vrai truc. ça veut dire que là, tu as rencontré des gens, mais après l'école, dans le cadre d'un événement où tu peux y aller même si t'es pas étudiant. C'est ça que Exact. je voulais dire. Tu Oui, n'es c'est pas obligé ça, d'être ouais. à l'école pour rencontrer des gens, mais il faut chercher les bonnes occasions. C'est pas forcément évident, quoi. Ouais. Bah là, en plus, bon, avec le Covid et tout, ça fait un an que c'est un peu Ouais, bloqué, mais sinon, il y a les festivals, c'est très important. Surtout, bah, le festival d'Annecy, c'est vraiment l'endroit où tu vas rencontrer des gens et que tu vas les revoir chaque année. Et puis, ben, les gens avec qui tu donnes ton contact et ouais, tu fais des connaissances. Après, le truc, c'est que j'ai l'impression que dans les boîtes, en tout cas où j'ai été, de temps en temps, c'est vrai, on te demande des recommandations. C'est-à-dire que par exemple, ils cherchent un border, bah, avant de mettre une annonce, ils vont venir dans la salle de board demander vous hmm. connaissez les borders dispo? Et en fait, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui travaillent bien en équipe, c'est-à-dire qu'ils vont pas être, comment dire, qui l'ouvrent un peu trop ou qui embêtent tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Ils Oui, cherchent des gens qui s'entendent bien. où ça se Mm. passe bien aussi humainement, quoi, parce Ça que se passe si tu as bien, quelqu'un ouais, qui fout la merde, on va dire, exact. Je sais pas le dire, voilà, mais quoi. oui, c'est Ouais. ça. En fait, C'est comme c'est partout, pour quoi. ça que, Finalement, il faut que ce soit enfin, faut exact. qu'il y ait une cohésion et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui perturbe les autres, quoi. Faut qu'il arrive, c'est comme dans une Ouais. salle de classe ou quoi. Voilà, quoi. C'est ça. Et puis s'il y en a un qui s'intègre pas très bien parce que ça se passe pas bien avec d'autres membres de l'équipe, Hmm. même s'il est très doué, je pense que les prods préfèrent qu'il n'y ait pas de problème dans l'équipe et que Ouais. du coup que l'équipe fonctionne bien, plutôt que, enfin moi en tout cas, je sais que je préfère avoir quelqu'un de sympa que quelqu'un de très fort mais chiant. Enfin sur un de mes Ouais. projets en tout cas. Et Et que c'est ça pour ça prime un petit peu, mais que il faut quand même être bon, bien sûr, mais il y a oui, cet oui, oui, équilibre-là, voilà, quoi. exactement. Ouais. Un équilibre. Et c'est pour ça que je veux pas trop parler de piston parce que oui, c'est bien d'avoir des connaissances,
Mais encore faut-il que ta connaissance, elle te trouve sympa, qu'elle voit un peu ton travail, et qu'elle sache que tu Ouais, merdes voilà. pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça que oui, c'est bien de rencontrer des gens dans les festivals. Il faut juste pas oublier, voilà, d'être sympa, d'être positif et puis de bien travailler, d'être motivé. Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu peut-être les storyboards je vois qu'il y Yes. en a sur ton site. Il y a des projets où il n'y a pas parce que c'est pas encore sorti, mais je vois que Ouais. tu le mets quand même, ce qui est bien, pour dire, ah, d'accord, tu as travaillé là-dessus, mais on peut pas encore le voir. Mais c'est bien quand Ouais. même de le Et dire, je encore un trouve. autre projet. Ouais, bah du coup j'aime bien faire ça pour teaser un peu. Ouais, Mais de toute façon, ce sera bien plus tard parce que là les projets sont vraiment de cette année ou de l'année dernière, donc c'est pas du tout encore out. Mais en plus là cette année j'ai bossé sur un projet qui est extrêmement cool et j'ai super hâte que les gens parlent, mais que pour le monde l'instant on peut sache. pas. Ouais. Ouais, que le monde sache ce qui va sortir. Surtout que tu es au début de Euh, la chaîne, quoi. Donc ça veut dire que si une ouais, production dure 3 ans, voire plus, bah, tu es au tout début ça et tu ouais. dois attendre qu'il y ait des années de Ouais. production entre-temps, quoi. Ouais. C'est ça, faut attendre. Mais bon, après, ça paye toujours. Enfin, c'est-à-dire que quand le film sort, ouais, on aime bien tous en parler entre nous et tout, donc c'est quand même cool, même s'il faut attendre. Bon, il y a d'autres projets qui se font entre-temps, Mm. mais évidemment, il y a cette frustration aussi de ne pas pouvoir montrer. Quand on est en début de chaîne, c'est obligé, quoi. Du coup, là, c'est des storyboards qui datent un peu, parce qu'effectivement, donc, ce qui est un peu frustrant, c'est que quand tu bosses sur un truc, par exemple, si le film dure 3 heures, tu vas bosser 3 heures, si le film dure 3 ans, la C'est un long production. film d'animation de 3 heures. C'est ça. Ouais, on l'a fait en 3 heures, incroyable. Ouais. Mais du coup, non, si jamais il dure 3 ans, toi tu bosses la première année, bon en général tu bosses quand même tout le long de la prod, mais si tu changes de prod ou quoi, ce film-là en particulier, donc tu vas bosser au début, et puis toi tu vas patienter 3 ans qu'il sorte, puis il faut quand même attendre un peu qu'il soit, je sais pas, sur une plateforme ou un DVD pour Mm. montrer les boards, à mon avis, mais c'est un peu flou tout ça. Mais dans tous les cas, bah, ça fait entre 3 et 4 ans. Et toi, entre 3 et 4 ans, ben, tu as un peu évolué. Et donc, tes Ouais. boards du début de la prod, tu te dis, ah, c'était des boards il y a longtemps. Donc, est-ce que si je montre ça, est-ce que les gens vont se dire, ah, c'est ce niveau-là? Et en fait, toi, tu penses que tu as un petit peu évolué. Donc, il y a Mm. toujours un peu ça. Bon, en même temps, c'est quand même cool de pouvoir montrer certains trucs. Et puis, moi qui adore les making-of et les trucs comme ça, je suis contente s'il y a des gens qui peuvent apprécier les storyboards d'un film d'animation. Ouais, c'est clair, c'est un truc super important pour savoir comment ça se passe, quoi. Parce qu'il y a Mhm. des fois, les making-of, ça arrive que c'est regarder making-of de tel film et puis tu vois juste les acteurs en train de faire les doublages. C'est même pas C'est quand ils font ça. les voix, c'est les acteurs français qui font les doublages. Tu te dis, tu vois Ouais, le c'est film final, dommage. tu vois rien du tout. Et c'est Ouais. frustrant, quoi. Des fois, enfin, je trouve Mm, qu'il manque quand même de making-of dans les choses récentes. J'ai pas vu autant de documentaires et tout que ce que j'avais dans les DVD. mm. J'ai Ouais, peut-être c'est pas bien vrai. cherché, hein, je sais pas, mais ouais. Bah, je suis un peu comme toi, hein. Comme moi, je suis une très grande consommatrice de making-of. C'est vrai que je trouve pas souvent, et je vois ce que tu veux dire avec les doublures françaises. Bon, Ouais. c'est sympa, mais C'est c'est sûr, même pas mais vraiment c'est une le. partie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que même en live action, j'adore les making-of de live action. Et en fait, souvent maintenant, je mets plus making-of quand je cherche un truc, je mets B-roll ou alors on the set ou directing on the set de trucs pour mettre, oui, sur le plateau, pour voir en fait comment ça se passe sur le plateau. Parce que quand tu mets juste making-of, tu as des interviews de gens. Mais ils sont assis comme ça et ils sont Ouais. interviewés. Et du coup, bon, bah, c'est intéressant aussi de les entendre parler, mais moi, j'adore voir en action le réalisateur donner des directions aux acteurs ou dire ah ouais, ça je le vois plutôt comme ça, comme j'en ai trouvé un génial sur Spielberg sur le plateau de Jurassic Park où il parle aux Mhm. acteurs et Ouais. j'adore l'interaction en fait à chaque fois. T'as des trucs de fou comme documentaires qui existent où tu vois un film que tu as trouvé trop bien, tu te rends compte que c'était le bordel absolu sur le Oui, plateau, des trucs comme ça. Enfin, oui c'est c'est clair. super passionnant de voir ça quand même. Ah ouais, bah, j'en ai regardé un il y a pas très longtemps que vraiment qui est que ça et c'est super. Ça s'appelle Fucking Kassovitz. Trop bien. Mais Ouais, du c'est sur coup, Babylon AD, oui, là. tu l'as vu? Ouais, ouais. Je me Ouais, rappelle il d'un est truc qui fou, hein. explose à un moment donné en avance alors que c'était pas prévu. Enfin, c'est terrible. C'est marrant à voir, Ouais. mais c'est terrible. Bah, ça parle surtout de la descente aux enfers du réalisateur de Kassovitz Ouais. et comment ça s'est passé un peu. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais tu vois comment ça peut être vraiment la merde sur un projet. Et en fait, tu réalises qu'il y a toujours des moments sur une prod où ça va être la merde. Donc ça te rassure un Mm. peu sur tes prods à toi aussi. Parce que tu te dis, ah Ouais. bon, bah c'est tout le monde comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Et bah là, du coup, vu Mm. qu'on parle de ça, je place un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. C'était Ouais. un documentaire sur le film Superman de Tim Burton,
qui aurait dû sortir vers 99, un truc comme ça. Et Ah, c'était ok. Nicolas Cage qui faisait Superman. C'est un documentaire de vraiment 1h40 et tout ça qui s'appelle The Death of Superman Lives. C'est qu'il y a tout le monde dedans, donc il y a à la fois Tim Burton qui explique comment c'était, il y a les concept artistes qui montrent toutes leurs idées de fou, et il y a aussi le Ouais. producteur qui a l'air super bizarre en fait et qui donne des idées un peu nulles en disant moi je voulais qu'à la fin il y ait une araignée géante et qui se batte contre une araignée machin, et puis tu vois comment il essaie de le caler. Classique. Le truc, Oh c'est que là là. tu vois pas souvent le producteur lui-même dire c'est une idée incroyable et puis parler dans une interview comme ça et Ouais. mis en parallèle avec les gens qui disent on sait pas pourquoi il voulait ça, on a fait ses dessins et tout. C'est Ça, c'est c'est trop euh, bien. c'est vachement bien de voir comment ça s'est construit quoi. Et c'est un projet Ah, qui a pas abouti quoi. En plus, c'est un truc qui te ouais, fait ouais, ouais. fantasmer ce qui aurait pu alors que ça a pas eu lieu et tout quoi. J'ai regardé en plus récemment un truc absolument génial qui s'appelle Empire of Dreams, le making-of en fait de quand Lucas il a fait le premier Star Wars. Pourquoi en fait c'est devenu quelque chose de si incroyable et comment Lucas il y croyait pas. Puis t'as Spielberg qui est dedans aussi, qui raconte Ouais. des anecdotes. Enfin, c'est hyper bien. J'ai adoré ce documentaire. Si ça t'intéresse, c'est vraiment Bah, je l'ai cool. pas vu celui-là, j'ai vu enfin pas les derniers du coup, mais les épisodes 1, 2, 3 quoi, parce que c'était ceux que j'avais en DVD quand j'étais petit. Ouais, Et donc j'ai pu voir aussi les anciens, mais peut-être pas celui-là. Et donc de voir la d'accord. différence aussi dans le côté effets spéciaux Ouais, sur le plateau et effets spéciaux numériques, de voir ça n'a à rien quel à moment voir. l'un marche, à quel moment l'autre marche pas et tout. Ça c'est Mm, super à voir quoi. Mais il y a vraiment, ouais, enfin, ça tout est donne dispo envie. partout quoi. Ouais. Au final, ouais. Bon, voilà, Euh, digression au making-of, mais on va passer du coup au Oui, storyboard. j'ai des petits storyboards sur Mignon qui sont plutôt sur la fin de la prod Mignon. Les débuts, je préfère pas les montrer. Ouais. Donc c'était à l'époque où je ne faisais pas encore de storyboard. Ma toute première séquence, c'était la séquence avec Dracula, quand c'est l'anniversaire de Dracula. Et alors, j'ai regardé mes dessins quand j'ai fait le site. C'est, ça fait froid dans le dos. Je me souviens que même à l'époque, j'avais du mal à dessiner un personnage en pied, quoi. C'était vraiment compliqué pour moi. Hmm. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis sur toutes les séquences avec des mignons, parce que ce ne sont pas des personnages en pied. Un storyboard, donc voilà, il y a pas mal de poses, alors encore, et c'est pas le pire, hein. Moi je suis pas... Là, tu vois par exemple, entre cette pose là et cette pose là, Mhm. du petit Bob là au milieu, enfin sur la gauche, je l'aurais sans doute plus décomposé à un certain moment, parce que c'est vrai que ça dépend aussi du temps que tu as. À MacGuff, il demande pas mal d'in-betweens, et souvent, tu vois les autres storyboarders, comme c'était des animateurs, ils décomposent et ils animent, quoi. C'est vraiment ouf. Alors, tu as envie de faire la Mhm. même chose parce que ça donne bien, Ouais. et en vrai, c'est compliqué. Ce qui est marrant avec cette séquence, c'est que du coup, c'était pas dans le script. C'est l'une des séquences où, en gros, les mignons ils se retrouvent dans une espèce de booth, une espèce de truc en verre rond, Mhm. où il se passe des choses à l'intérieur. Et, et je sais même pas si c'est dans le film en fait. Mais à un moment donné, ils se font poursuivre par quelqu'un, ils se protègent là-dedans, et comme ils se protègent, ils font des bêtises dedans. Et à la base, ils faisaient pas des bêtises. Et le réalisateur, donc Pierre, m'a dit bah, la séquence elle est bien, mais elle est pas très marrante. Donc on va essayer de rajouter des gags pour que ce soit drôle. Et Ouais. donc bah, on a discuté, et puis lui il m'a pitché des trucs, et puis on rigolait et tout sur comment faire. Donc là, en gros, il fait ouf, c'est bon, on lui a échappé. Puis il appuie sur un bouton en faisant ça. Et il regarde et au-dessus, il y a marqué n'appuyez pas sur ce bouton. Donc Mhm. il fait ah merde, et en faisant ah merde, eh ben, il pousse un level, enfin un levier. Et puis là, il tombe sur un autre truc. Et puis il regarde, il se doute que ne poussez pas ce levier non plus. Et donc il a peur que quelque chose se passe, mais ouf, en fait, rien ne se passe. Donc tout va bien. Et par contre, il y a Bob qui éternue. Fait, ah, ah, tchoum et puis, ouin, 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 et on voit à côté, complètement débile, ne pas éternuer dans ce trou. Là, c'est beaucoup plus rough d'un seul coup, parce que Mhm. comme il y avait un mouvement, c'était plus compliqué. Et puis, voilà, on voit qu'il y a une lumière qui arrive. En fait, ils sont dans un château. Ça, c'était mes boards sur Mignon. Et puis, Donc c'est vraiment l'intérêt du storyboard, quoi, de se dire tiens, on va tester ce truc-là, ça prend finalement relativement peu de temps à faire, et ensuite on choisit si on le fait, si on le produit ou pas. ouais. Parce que si tu dis que c'est pas Ah, dans le c'est film, ça. c'est que c'est juste pas passé à la production, quoi, puis voilà. Je pense parce que, en fait, ce qu'on m'a dit d'ailleurs, Didier Hakoun, qui était l'un aussi de mes mentors, quand il m'expliquait ce que c'était le board, il me disait vraiment ici, c'est le laboratoire en fait du Mhm. studio où on teste, on voit si ça marche, et si ça marche pas, on le coupe et on fait autre chose. Ou alors on le Ouais. coupe et on ne rajoute rien parce que c'est trop long. De toute façon, les films en général, ils sont déjà bien complets.
Ça, Ouais. c'est des images. Moi, j'aime bien regarder ça quand les gens ils postent ça sur Instagram. Alors, j'en ai fait deux pour ce film-là avec les mignons. Donc, l'image finale et puis mon storyboard. Et puis, pareil pour celui-ci, King Bob, grande séquence. Et au final, j'aime bien quand ça ressemble, mais c'est assez rare quand même parce que Ouais. après le board, forcément, ça passe au layout. Et eux, ils ont tout de suite l'environnement 3D que nous, on n'avait pas. Et donc, ben, ça règle les choses, quoi. Oui, parce qu'il y a Donc, des vraies contraintes de profondeur, de focale, enfin en de 3D, choses ouais. plus physiques, quoi, si on peut dire, Exactement. qui Puis des rentrent en jeu fois, jusque-là. eux, ils ont. Ouais, c'est ça. Puis des fois, eux, ils ont déjà le décor qui a été fait pendant ce temps-là au Art Department. Et puis nous, on a seulement. Bah, de temps en temps, on a des dessins un petit peu du vice-dev ou du designer. Mais souvent, on doit inventer. Quand on dit, ouais, ça se passe Mhm. dans une forêt, ben voilà, tu mets des arbres où tu veux. Et puis après, ils font ce qu'ils peuvent pour le rendre joli en réalité, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait Mignon et en même temps j'ai fait la BD des Mignons. Là, ce qui s'est passé, c'est que bon, Mignon ça marchait bien, donc enfin les Mignons de Moi Moche et Méchant marchaient bien, et puis ils ont voulu faire une BD avec Spirou et donc Pierre le réalisateur des Mignons. Et puis j'ai même pas, c'était même pas moi qui devais le faire, c'était un autre border. Et finalement lui il avait pas le temps, il voulait pas trop. Et comme on était que deux dans la salle à ce moment-là, ben Pierre il s'est tourné vers moi, il a dit tu veux pas le faire? Du coup, je savais pas trop quoi dire. Je fais OK, j'ai jamais fait de BD. Et puis, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et puis, il y avait donc encore une fois, c'est Didier Hakoun qui était souvent Didier, c'était le gagman. C'était quand on n'avait pas trop d'idées de gag, on allait le voir et puis on disait ah là, il faudrait un gag. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, il trouvait des idées tout le temps super cool, super drôles. Et donc, lui, il faisait un peu les scénarios des BD de Mignon. Et puis, moi, j'ai commencé à faire les dessins. Donc, des trucs qui étaient ensuite euh, partagé, enfin édité dans le magazine Spirou. Donc c'était une page à chaque fois ou c'était plein de Ouais, pages? c'était une Une page à page. chaque fois. Et puis une page dans chaque. Moi j'en ai fait une trentaine. Et au bout d'une trentaine, et puis ça faisait un an que je le, enfin ouais, à peu près un an que je le faisais. Un petit peu moins peut-être. Et à ce moment-là, comme je faisais la BD plus, enfin c'était un taf en plus du storyboard sur Mignon 1. Mhm. Ça devenait vraiment too much au bout d'un moment et j'ai fait un peu pas un burn-out, mais presque, tu vois, quand tu commences Ouais, à une saturation, quoi, pleurer pour un là. rien. Ouais, Ouais. j'en pouvais plus. À la moindre tech, je pétais des câbles. Et du coup, voilà, j'ai pris 6 mois de break Mhm. et pour essayer de prendre du temps et tout. Et quand je suis revenue, j'ai bossé sur des M3. Ça, c'est une séquence que j'avais fait sur Moi Moche et Méchant. Donc, c'est peut-être un petit peu moins. Alors, celle-là, elle est assez clinée quand même. Mais à ce moment-là, Mhm. j'avais déjà découvert d'autres borders qui étaient venus au studio et qui clinaient pas autant que ce que je faisais. Et donc, je m'étais dit, oh, c'est incroyable, on n'est pas obligé de cliner à fond en fait. Donc voilà, elle court, ah, c'est génial. Et puis elle court dedans, elle est super contente. Et puis t'as Agnès qui dit, ah, c'est un peu effrayant quand même. Et puis, elle voit qu'il y a des gens qui ont l'air pas sympas. Et Agnès, qui est super enthousiaste et tout, mais sa sœur, Edith, qui est un petit peu là, salut, fait oh, regarde, une corne de licorne. Puis on voit la corne qui est sur le bar. Donc elle va le voir de plus près. Et puis elle a fait Agnès, c'est un faux. Tu vois bien que c'est un faux, c'est en plastique. Elle fait quoi? Mais non, c'est un vrai, jeune fille. J'ai trouvé cette corne dans la forêt, je sais plus quoi. Edith qui est là, mais oui, bien sûr. Et puis il fait, c'est vrai, je l'ai vu de mon propre œil. Enfin, je l'ai vu moi-même. Et puis t'as Agnès qui croit trop, elle est là, oh, incroyable. Il le prend et il dit, quand je chassais les licornes, et voilà, j'en ai vu une sur le haut de cette colline, sous les lumières divines. Je l'ai vue avec cet œil qui vous voit, vous. Et elle essaie de le toucher. Elle dit, est-ce que c'était sympa? Est-ce que vous l'avez caressé? Est-ce que c'était fluffy? Comme elle dit avec le nanan du premier, je sais pas quoi. It was so fluffy. Enfin, il était tellement doux. J'ai cru que j'allais mourir. Et puis du coup, elle relate trop. Elle est là, oh, comme moi. Et puis elle commence à crier, ah, c'est tellement génial que du coup, il y a Lucie, sa mère, qui l'entend. Et comme elle était en train de la chercher, yeah! Et qu'elle l'entend, elle arrive, elle commence à défoncer tout le monde parce qu'elle croit qu'ils font du mal à sa petite. Et elle dit, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que vous en avez fait? Enfin, qu'avez-vous fait d'elle?
maman, enfin Lucie, les licornes existent. Donc elle est super contente et après elle va se mettre à chercher les licornes. Donc voilà, ça c'était l'une des séquences qui m'était assignée. Là, vous travaillez sur Photoshop, donc ça veut dire que c'est Ouais, vraiment case par case, et ouais. puis vous exportez tout Ouais, ça, nous on quoi. fait ça. Ouais, c'est ça, case par case. On a un outil qui s'appelle. Alors c'est pas le must, hein, mais c'est ce qu'on utilise pour faire du storyboard. Ça s'appelle le Layer Camp, composition de calque. Mhm. Et du coup, c'est un peu comme des sous-dossiers, enfin des dossiers dans lesquels tu vas mettre tes calques. Et après, tu peux aller de dossier en dossier. Tu vois, donc ça Ok. allume des calques à chaque fois. Enfin, nous, c'est de ça dont on se sert. Mais c'est vrai que j'arrête pas de me dire un jour, il va falloir que je passe enfin, il va falloir que j'apprenne Storyboard Pro parce que de plus en plus de prods l'utilisent et ça a l'air quand même vachement plus simple. Dans le sens où ben, là, pour faire des mouvements de caméra sur Photoshop, c'est un peu la galère. Alors Mhm. que apparemment sur Storyboard Pro, c'est beaucoup plus simple. Et Et puis Storyboard Pro, il y a le côté, enfin, c'est quasi il y a des outils de montage, on va dire. Enfin, c'est vraiment, tu as une timeline et tout, donc tu as des trucs ouais. peut-être plus où Alors tu là, peux faire play, mais après, t'es pas censé être monteur en même temps, normalement. c'est ça ce que j'allais dire. En fait, Ouais. on est en train de discuter de ça avec plusieurs borders. En plus, c'est vrai que les outils comme ça, c'est vachement cool, surtout quand tu fais tes projets à toi. J'imagine. En plus, tu peux mettre de l'audio maintenant t'as une piste Mhm. audio aussi dans Toon Boom. Et du coup, c'est vrai que c'est super cool, mais en même temps, ça peut amener à des dérives. Si la Ouais. boîte, alors ils ont jamais fait ça à MacGuff, mais je sais que ça existe dans certaines boîtes où ben, on te demande de faire le montage. Donc en fait, tu fais le montage, tu as l'animatique en plus du storyboard, mais on te paye pour le Mhm. storyboard. Donc voilà, ça Ouais. peut amener à ce genre de choses. C'est en grande discussion avec plein de borders. Il y a des choses qui se décident, j'ai l'impression. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu ce genre de choses. Il y a plein de choses où il y a des frontières un peu floues entre différents métiers, et où en vrai, il y aurait deux Ouais, personnes, mais là, on te dit, bah, je sais pas, bah ouais. t'es animateur, mais tu vas aussi faire le clean ou des choses comme ça, des choses que tu fais pas tout le temps dans ce métier-là, Ouais, quoi. c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur certaines prods, les prods exagèrent un peu, abusent un peu de la gentillesse et de la patience des animateurs, des borders, etc. Et puis sur d'autres prods, où c'est des toutes petites prods, là, effectivement, quand tu as des gens qui sont un peu plus généralistes et que tu les embauches pour ça, tu peux leur Mm. demander plusieurs choses. Moi, je sais que j'ai demandé, quand je faisais Sam, le rêve de Sam, l'animateur principal, Sébastien, il faisait l'animation et puis de temps en temps, non, il y a plein de moments où il a cleané. Ensuite, il y a certains de ces plans que j'ai donné à cleaner à d'autres personnes qui étaient là pour ça. Mais ouais, de temps en temps, j'ai dû lui demander effectivement de cleaner ses propres Mm. plans. Ben là, c'est vrai que moi, ce qui est intéressant, c'est que avant de faire un court métrage et de voir toutes les complications en fait de devoir gérer toute une prod. Ouais. Avant ça, je me posais pas de questions et c'est vrai que j'étais plus énervée contre les prods et tout, de nous faire des trucs comme ça. Puis après, quand je me suis rendu compte que des fois, on n'a pas trop le choix si on veut être le timing, qu'on a des deadlines et qu'on n'a pas le budget pour embaucher d'autres gens et Ouais. que faut quand même que tu finisses, sinon tu dois rendre l'argent. Ça, c'est un peu le piège des bourses et des trucs comme ça. Du coup, ouais, on se rend compte en fait que c'est très très compliqué de gérer tout ça. Ah oui, c'est nuancé, hein. C'est comme quand tu te mets à Mm. gérer une boîte ou quoi, tu te rends compte des choses que tu voyais pas avant quand tu étais juste Ouais. quelqu'un qui travaille dedans, quoi. Donc Ouais, comme toi avec. ouais, voilà, il n'y a Ouais, pas de bon et de mauvais au niveau c'est de ça. qui fait quoi. Ça dépend comment tu fais le truc. Mais Mhm. voilà, quand tu es dans ton métier, tu n'envisages pas tout ce qu'il y a d'autre, tous les problèmes que tout le monde a autour, quoi. Tu te doutes pas, ouais. C'est vraiment dingue. C'est marrant parce que dans une des roundtables de Hollywood Reporter sur YouTube, j'aime bien regarder ça, on en parlait hier. Et du coup, il y en a un où c'était un acteur, une actrice, je sais plus, qui disait qu'elle réalisait aussi des films et que elle aimait bien quand elle faisait un projet où elle réalisait et que du coup c'était vraiment compliqué, il fallait vraiment se pencher sur tout et tout était un problème, etc. Et que d'un seul coup elle redevenait actrice pour un autre projet et que Ouais. là, ben, le boulot d'acteur, c'est quelque chose de très compliqué, mais qu'en même temps, t'es content parce que tu fais ton taf, juste ce taf-là. Et du coup, t'as plus à te poser de questions. Et elle disait un truc qui m'a fait marrer, c'était And everything else, it's not your problem. Ah Et ouais, c'est du coup, ça. j'adore Ouais. parce que c'est ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Sam, c'est aussi que c'est une prod très très compliquée. On n'avait pas de budget, on avait toutes les merdes du monde. Et du coup, quand tout à la fin, je suis retournée faire du board chez MacGuff,
je me suis sentie trop... j'étais trop contente que ce soit plus mon problème, tous les autres Mhm. trucs. Tu sais, je faisais mon taf, le storyboard, je faisais ce que le réalisateur me demandait, j'essayais d'apporter ce qu'il faut apporter dans le storyboard. Et tout le reste... Et du coup, j'ai eu plus de peine pour les réalisateurs. Je me suis dit, oh là là, les pauvres, c'est normal qu'ils sont aussi fatigués, Ouais. parce qu'ils ont tout ça à gérer. Et donc, j'étais peut-être plus indulgente aussi avec eux, tu vois. Je me suis dit, ah bah, s'il ne sait pas gérer, c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à critiquer les réalisateurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais c'est tellement difficile, en fait, quand tu dois tout gérer et qu'en plus, tu dois prendre des décisions rapidement. C'est vraiment quelque chose de... Comme dit Ah oui, c'est un truc le énorme, hein. Mhm. compositeur, ouais, c'est un truc de ouf. Et j'ai un copain qui est compositeur qui a fait la composition de la musique de Sam, justement. Erwan, il m'a dit une fois, un film, c'est un problème. C'est-à-dire que Mhm. il faut vraiment être complètement taré pour... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Je sais plus, mais un truc du style, il faut vraiment être complètement taré pour accepter de gérer tout ça. Mais heureusement qu'il y a des gens complètement tarés. Parce que Ouais, sinon, on n'aurait ouais. pas de film. Et j'avais trouvé ça hyper joli. Et c'est vrai que c'est ça. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. C'est un peu fou. Et est-ce que dans tes Donc projets voilà. de films, que ce soit Sam ou des courts-métrages, parce que là, dans le site, on voit que là, c'est la partie storyboard, mais en gros, tu as un peu classé ce que Ouais, tu fais, quoi. Est-ce que tu as déjà ouais. eu ce côté, tu dois finir, mais tu considères que tu n'as pas fini, ou alors tu te donnes une limite alors que tu voudrais aller plus loin? Comment est-ce que tu gères ce truc-là de il faut finir à un moment Ah, donné et où je m'arrête, en fait? Parce que ce soit sur une ouais. image fixe ou un film, je pense qu'on a tous un peu ce truc-là de il faut arrêter à un moment donné, Quand quand est-ce est-ce que que ça se je mets la termine? Ouais, limite, tout ça, quoi. c'est très intéressant. Et j'ai déjà eu cette question dans un Q&A. Parce qu'en fait, Ouais. c'est vrai que je vois tout à fait ce que tu veux dire et tous les gens qui font de l'art, ils vont comprendre parce que quand est-ce que tu termines une œuvre? Tu peux toujours améliorer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, donc pour te répondre, moi, je vais simplement te dire, quand j'ai commencé Le Rêve de Sam, donc au milieu de Moi Moche et Méchant 3, j'ai quitté la prod parce qu'on venait d'avoir une première bourse pour Le Rêve de Sam. On a commencé à bosser sur Le Rêve de Sam, c'était en août 2016, oui, c'était en août 2016 avec Barbara Schwerer, ma productrice. Et en fait, donc on a commencé à monter l'équipe, on a fait appel à plusieurs personnes. Et puis, en fait, à ce moment-là, c'est vrai que pendant la prod, comme c'est une prod où j'étais pas toute seule, enfin, comment dire, si j'avais été toute seule, je pense que ça aurait été moins bonne qualité, mais plus rapide. Parce que là, il y avait beaucoup de gens. Donc, par exemple, il fallait faire des feuilles de props. Attends, je vais te montrer. Il fallait dire aux gens, les gens qui allaient faire les décors et qui allaient animer, ça, c'est à ça que vont ressembler les champignons. Et il fallait faire ça pour tout. Les brins d'herbe, les brindilles, les feuilles, les arbres, les cailloux, tout, enfin, tous les éléments du film, en fait. Il fallait faire ce genre de trucs. Donc, ça prenait du temps et tout, et j'en pouvais plus. Alors, au bout d'un moment, comme je voulais vraiment faire un film, un truc qui soit fini rapidement, j'ai fait My Life on Mars. Et ce Mhm. film, j'ai décidé pour que ça aille vite, de ne faire qu'une seule passe à chaque fois. C'est-à-dire que si je finissais mon plan, au moment où j'arrivais à la dernière image de l'animation, même s'il y avait un truc que je voulais retoucher, où je me disais, ah, ça pourrait être mieux, et ben je ne le faisais pas. Ce qui fait Ouais. que ça fait un film très brouillon, mais un film terminé. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la qualité, en fait, VS, pas la quantité, mais comment dire, Oui, la recherche de le, perfection la qui recherche de met trop de temps, quoi. perfection. Exactement. Et que la recherche de perfection, c'est ce qui freine énormément de gens. Parce qu'il y a des gens, enfin, évidemment, ce que tu vas faire pour toi-même, c'est jamais au top, ou alors très rarement. Donc, si tu veux faire un truc parfait, tu ne le finiras jamais. Et ça a été une grande leçon, surtout pour Sam, où là, pour le coup, je voulais vraiment faire des trucs parfaits. Et il y a des Ouais. moments où je me suis arraché les cheveux, ou ça ne fonctionnait pas comme je le voulais, etc. Au bout d'un moment, à chaque fois, je me disais, bon, il faut passer à autre chose parce que sinon, on n'avance pas. Et il y a cette réalité-là, ouais, que dans un monde parfait, ouais, tu pourrais réaliser exactement ce que tu veux, mais c'est rarement le cas quand même. Il y a la contrainte budget aussi Ah oui, qui a dû intervenir et peut-être que tu as des choses à dire sur ce côté-là. bah en fait, le budget de My Life on Mars, il n'a pas de budget du tout. C'est un film que j'ai Mhm. fait sur mes soirs et mes week-ends pendant environ entre 3 et 4 mois, tous mes soirs et tous Ouais. mes week-ends. Après que je bossais sur Sam, je passais directement sur My Life on Mars. Et finalement, c'était très, très rapide parce que lui, My Life on Mars dure 2 minutes à peu près et le rap de Mhm. Sam, c'est 7 minutes.
Donc ouais, c'est pas du tout le même. Et C'est alors vrai en que plus, My Life on 4 mois Mars, pour deux, alors que le rêve de Mars, le rêve de le rêve de Sam, Sam, il fait, je sais c'est plus un combien de peu temps il le. fait, mais ouais, c'est ça. Il est assez court aussi finalement, je crois. Le rêve de Sam, il fait 7 minutes, ouais, et on a mis 2 ans Ouais. de pleine production. Donc ouais, ça a été. Mais après, c'est vraiment pas la même qualité et surtout, comme alors moi, je sais que je suis pas animatrice et du coup, pour faire ma Life on Mars, je suis partie de mes contraintes. C'est-à-dire qu'au Mhm. lieu de dire ah j'ai envie d'animer un truc qui fait ci, qui fait ça, je me suis dit attends mes contraintes c'est quoi? Je suis pas animatrice, mais par contre je peux dessiner un personnage face écran avec juste la bouche qui bouge et donc qui raconte un truc. Donc attends, ce serait quelqu'un qui raconterait une histoire à un public. Donc quelqu'un qui va peut-être raconter sa vie, mais c'est pas très intéressant, sa vie en général. Et si sa vie c'était sur Mars? Et en fait, Mhm. comme ça rajoute de l'intérêt. Et puis au final le discours qui en a suivi, c'était bon bah si on avait une civilisation sur Mars, elle serait pas différente de celle sur Terre, puisque c'est les mêmes êtres humains qui le feraient, donc on referait les mêmes erreurs. Mais ça c'était un peu c'était pas de ça dont je suis partie, parce qu'au bout d'un moment j'ai écrit un texte pour qu'il raconte, puis j'ai demandé à mon père, tu veux pas me lire, parce qu'il est américain, Ouais. et tu veux pas me lire ce dialogue-là, comme ça j'anime dessus. Et quand il l'a lu, il m'a fait ah c'est une critique sociale en fait que tu fais. Et j'étais pas du tout partie là-dessus, je voulais pas, c'était pas mon but, mais c'est juste que je suis partie Ouais. des contraintes, et au fur et à mesure ça a donné ça parce que c'est un truc qui est dans mon quotidien. Et puis j'ai fait ça aussi pour un autre film, Passing By, Mhm. qui est en live action là pour le coup. Mais c'est pareil, au lieu de dire je vais construire un décor et des trucs comme ça, ça me semble plus simple de partir des contraintes parce que j'avais pas d'acteur sous la main non plus, j'avais jamais fait Ouais. de. J'étais un peu stressée là-dessus aussi. Et en gros, je me suis dit, bon, j'ai une copine qui est prête à faire un truc avec moi, Hermine, qui est l'actrice principale, et Mhm. elle est libraire. Et il se trouve que ben, la grange de ses parents, ça ressemble à une librairie. Et donc, bon, bah, j'ai une librairie, j'ai une libraire. Quelle histoire je vais pouvoir trouver qui se passe là-dedans? Et donc, on a créé une histoire pour que ça aille avec le set, quoi. Bah, il y a un peu Donc ça, c'était les aussi une deux bonne voies leçon. possibles finalement. Quand on veut faire Ouais, un film ou raconter une histoire, parce qu'il y en a qui sont certainement motivés par il faut absolument que je raconte ce truc et ils veulent construire ouais, autour de ça. Et des fois, tu dis juste je veux faire un film, mais je sais pas ce que je veux ouais. faire, quoi. Donc c'est Je veux moi je suis faire un peut-être plus film, dans ce c'était ça, côté-là, ouais. quoi. Il faut faire une image, tiens, qu'est-ce que je fais? Et bah du coup, ouais, c'est ça. Et là, j'ai les deux exemples, puisqu'il y a eu ces deux-là, My Life on Mars et Passing By, qui sont partis des contraintes. Et puis, alors que par exemple, le dernier, Noria, Mhm. là, c'était l'inverse. Donc, Ouais. j'ai trouvé l'histoire. Enfin, il y avait quand même. En fait, il y avait les deux. Parce que je me suis dit, ça faisait. C'est le troisième scénario que je faisais pour cette actrice, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur Passing By, la petite sœur de l'actrice principale, donc l'actrice principale qui s'appelle Hermine, sa petite sœur Agathe, je me suis rendu compte qu'elle était vachement douée en acting. Enfin, elle faisait des trucs Mhm. assez marrants. Elle faisait vraiment puis sérieux et ça passait super bien. Donc, je me suis dit, je veux trop écrire une histoire pour qu'elle joue dedans. Et puis, j'ai eu deux idées qu'on a écrites, on en a discuté. Et à chaque fois, il était trop compliqué. Soit il y avait trop de décors, soit il y avait trop de personnages. Donc, il fallait faire venir tout le monde sur le plateau en même temps. C'était hyper compliqué. Donc là, je me suis dit, OK, j'aimerais bien faire un film où elle est toute seule et il y a presque qu'un décor. Bon, en vrai, il y en a plusieurs, mais le principal, il n'y en a qu'un. Mhm. Et, euh, et donc, ça a mélangé les deux. C'est-à-dire que j'avais ça, mais l'histoire que j'ai trouvée, c'était quelque chose quand même que j'avais très envie de raconter. Et quand on en a discuté, j'ai fait le scénario et tout, il y a des choses qui se sont débloquées après. C'est-à-dire que même Ouais. l'idée première, elle a changé en fonction de ce qu'on pouvait ou ne pouvait pas faire, pouvions pas faire. Donc il y a eu des contraintes au bout d'un moment. Mais en regardant tous les making-of et tout dont on parlait au départ, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de films qui se font aussi comme ça, donc ça me rassure Mhm. d'un côté, quoi. Bah, je pense il y a pas, enfin, il y a plusieurs méthodes, mais il n'y en a pas non plus énormément. J'ai l'impression que faire un film, ça se ressemble quoi qu'il arrive, quoi. C'est juste que c'est à différentes Ouais, échelles, avec plus ou moins de budget, plus ou moins de monde et tout ça. ouais, Et là, ça veut dire que tu as à la fois de l'expérience dans réaliser de l'animation, où tu es plus ou moins libre de faire tout, quoi, et réaliser mhm, du live action. Donc, enfin, ouais. est-ce qu'il y a un truc particulier qui te donne envie aussi de filmer des vrais gens, quoi, par rapport à l'animation? Qu'est-ce qui Ouais. fait que tu as envie de faire les deux? Bah, en fait, j'ai l'impression que bah, c'est toujours cette idée de faire raconter des histoires, quel que soit le médium. Alors j'ai commencé avec l'animation tout simplement parce que
j'ai toujours été poussée à faire du dessin. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui dessinent et tout. Et comme j'avais cette, pas passion, enfin si presque passion, j'ai suivi ça après mes études et tout. Ouais. Et puis je suis tombée là-dedans. Et puis c'est vrai que en fait, quand j'ai compris que j'aimais raconter des histoires, il y a quelques années, j'ai été de plus en plus intriguée en fait par les making-of. Et puis j'ai 2 potes qui ont quitté MacGuff et qui sont mis à faire aussi de la réalisation en live action. Mhm. Ça m'a donné envie de les voir faire. Et puis je me suis dit, ah, et si je prenais ma petite caméra et qu'on faisait un truc sans aucune prétention, parce que en vrai, alors moi je mets, tu vois, des petits effets, des lens flares et tout, mais c'est beaucoup de la forme plus que du fond. Même si j'essaie maintenant quand même de vraiment faire une histoire qui veut dire quelque chose. C'est vrai Mhm. que pour ce court-métrage-là, Passing By, à la base, je voulais juste faire un film pour savoir si avec ma toute petite caméra et mes copains, on pouvait faire quelque chose qui raconte une histoire. Et puis on a fait ça, c'est très très amateur. Hein. De toute façon, même Noria, c'est très amateur. Tout ce que je fais, c'est parce que c'est pas en production, j'imagine. Parce que Sam, ça fait peut-être un petit peu plus pro, parce qu'il y avait une équipe tout autour et que j'étais pas vraiment. Enfin, il faut se débrouiller, mais il y avait quand même des gens qui étaient là pour me conseiller, etc. Ouais. Ma productrice qui me donnait son avis et qui a fait que les choses quand même sont meilleures simplement parce que toi, des fois, quand tu es dans ta tête, quand tu es réalisateur et que tu es dans ta tête, tu ne dis pas assez les choses ou tu les dis trop et les gens, ils peuvent t'apporter quelque chose. Faut vraiment, j'ai l'impression, à chaque fois, faire lire ton scénario, prendre les commentaires, même si ceux qui sont très difficiles, puisque ça, la critique des autres, c'est le plus horrible. Il y a des moments où j'ai déprimé parce Ouais. que je sais que tu t'écris un truc, tu mets vraiment ton cœur, et puis des gens ils te disent attends, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Ouais. ça touche pas tout le monde ou quoi. Et c'est normal. Et en fait, même Noria, j'avais écrit un script, pour moi il me paraissait clair. Je l'avais fait lire en plus aux acteurs et tout, je me suis dit c'est bon. Puis quand j'ai fait le montage, on a tourné ça l'été dernier, j'ai fait le montage, j'ai montré le film, et là je me suis pris des grosses claques par plein de gens qui me disaient ah mais attends, pourquoi elle fait ça et tout. Et là c'était filmé quoi, c'est pas comme l'animation, on pouvait retourner dessus, retoucher. Mhm. C'était filmé, on n'avait plus le décor parce que le décor il était parti à la poubelle. Et donc voilà, c'était compliqué de se prendre des claques, mais j'imagine que on apprend de nos erreurs et que les prochains projets seront de mieux en mieux. Enfin, j'espère. Ouais. Bah, d'où le fait d'en J'espère que faire c'est comme ça. assez Mhm. régulièrement. Enfin, je sais que ce truc de montrer une histoire et puis de voir que les gens ne la comprennent pas, ça, dès l'école, c'est un truc à expérimenter quand j'ai l'impression. C'était un truc qui pouvait être un peu Ouais. difficile dans mon école à moi. C'était une école de beaux-arts, donc les gens ils faisaient souvent des films très Mhm. personnels. Donc forcément, tu fais un truc qui parle de toi, un truc soit dramatique ou autre, et on te dit, bah, ça marche pas formellement. Et tu peux avoir l'impression que qu'est-ce qu'il dit sur ma famille ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, Ouais. il y en a qui réagissaient comme ça, visiblement, ils mettaient tout dans leur histoire, mais la forme allait pas, et Ouais. forcément, ils avaient l'impression ensuite qu'on les critiquait eux et pas leur histoire. Donc c'est un truc où il faut se forger C'est à très travers dur, ouais. ce genre de choses, quoi. Mm. Ouais, moi, je sais qu'il y a des moments où, c'est pareil, l'année dernière, j'avais fait une animatique pour un projet. Je l'ai envoyé à plein de copains parce que c'est des gens qui sont super forts en storytelling et qui, du coup, je me suis dit, ils m'avaient beaucoup aidé sur Sam. Mhm. Et du coup, je leur ai envoyé ça. Et puis voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Et ça m'avait tellement miné que pendant un mois, je cherchais sur Google comment changer de travail. Je me suis dit, c'est fini, je suis tellement nulle que il faut que je change de métier. Et puis après, au bout de quelques semaines, tu te dis, bah, en fait, je peux apprendre à faire mieux. Donc, tu te remets dessus. Et puis ensuite, même histoire avec Noria, c'est-à-dire, Ouais. il y a le tout premier montage que j'avais fait il y a quelques mois, je l'ai montré à plusieurs personnes et ils m'ont tous dit qu'ils ouais, ils voyaient pas trop où je voulais en venir et tout, ça marchait pas, c'était un peu trop long. Et donc voilà, même moment, dépression, je vais changer de métier, je vais devenir dresseuse de chiens. Et du coup, et puis au bout d'un moment, tu te dis non, attends, je peux faire mieux peut-être, on va retoucher le montage. Et puis il y a un pote qui m'a donné des super conseils et là je me suis dit mais j'aurais tellement dû lui faire lire le script avant parce qu'il avait des super Mhm. bonnes idées et c'est un truc que je ne pouvais plus changer puisque c'était tourné. Mais voilà, c'est pour ça que maintenant je me dis en fait c'est très important d'avoir différents avis et même si c'est douloureux, d'essayer de quand même d'accepter en fait les critiques, celles qui sont constructives et, euh, et ensuite de voir si tu les fais ou pas, quoi. C'est-à-dire que Ouais. quelqu'un peut te donner un conseil parce que ça le touche, mais toi ça te touche pas. Donc bref,
Il y a tout un truc à faire là-dessus, c'est assez compliqué. Ouais. Des fois aussi, j'ai des copains, de temps en temps, ils ont des super bonnes réflexions pendant qu'on bossait sur un film, et je me suis dit, ah, cette personne, ça pourrait être une bonne script doctor, et donc tu vas aller lui demander son avis. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont de toute façon te donner leur avis et qui vont pas forcément te toucher, donc il faut prendre en compte qu'ils vont pas être touchés par ton film, mais des fois, c'est juste qu'on n'a pas la même vision des choses. Mhm. Et Ouais, puis, faut poser le truc quand même. ouais. Et c'est vrai que moi, au tout début de mon travail, quand je faisais des designs et tout, je me souviens qu'une personne m'avait fait la critique de tes dessins, ils sont jolis, mais ils racontent pas vraiment une histoire. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais des dessins qui ne voulaient rien dire. Et c'est peut-être ça aussi qui a forgé le fait que maintenant, je pense plus à qu'est-ce que je vais raconter avec ce truc-là. Bon, j'ai vu aussi en dessous que tu avais fait la BD Mignon, comme tu as dit, mais tu as aussi fait un livre Ah illustré, de ce oui, que j'ai vu. Donc ça, c'est ce que j'ai juste, je mis. crois que tu en as fait juste un. Et voilà, si on peut en parler Oui. aussi un petit peu, parce que c'est une autre façon de raconter aussi, quoi. Ouais, ça pour le coup, alors c'est l'année dernière, donc ce qui m'est venu, c'est que en plus de temps en temps, les gens ils me demandaient si ça m'intéressait de faire ça en tant que boulot, et moi à Mhm. la base pas trop, tu vois. Enfin, je me suis dit, ça peut être sympa, mais moi j'avais d'autres ambitions. Et puis là, pour ce livre-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma filleule, qui avait 2 ans et demi à l'époque, elle a très peur des chiens. Et moi, ça m'a fait mal de savoir ça parce que moi, j'adore les chiens. Et à chaque fois qu'on allait se balader dans la rue, dès qu'il y avait un chien devant un portail, elle avait peur, elle pleurait. Enfin, elle était vraiment très, très effrayée. Du coup, je me suis dit, ah, j'aimerais. Ah oui, j'ai découvert qu'en fait, cette peur, elle venait d'un petit livre. Enfin, si ça se trouve, c'est pas ça, mais moi, j'ai vraiment eu cette impression. À un moment donné, elle me fait lire une de ses histoires favorites, où tu as une petite. Alors, est-ce que c'est un loup? Non, c'est pas un loup, je sais plus. Tu as une petite créature qui est en forêt, et à un moment donné, la petite créature, elle se fait attaquer par des chiens, c'est des chiens méchants, avec des grandes dents, tu vois. Donc, Ouais. très, très effrayant. Et puis, elle fronçait les sourcils, elle se cachait comme ça quand je lui racontais ce passage. C'est, ah, ils sont méchants, les chiens. Et là, je me suis dit, attends, si c'est le livre qui lui a fait croire que, parce qu'elle n'a pas de chien dans sa vie, et il n'y a aucun chien dans aucune de ses autres histoires, si Ouais. c'est le chien de ce livre-là qui lui a fait peur et qui lui a fait croire que tous les chiens sont méchants, est-ce que moi je peux pas écrire un livre avec un chien qui va aider une petite fille? Et du coup, j'ai fait Ouais. ça pour elle. Et je suis trop contente parce que quand je l'ai fait, je lui ai lu. Tout à la fin, je lui ai dit finalement enfin c'est un chien, mais il est pas méchant. Et elle a fait non, il est gentil. Du coup, j'étais trop contente. Et puis là, en plus, elle vient de découvrir La Belle et le Clochard. Donc, je pense que c'est bon. Elle va commencer à voir les Ouais, chiens d'un autre sa œil. thérapie avec les chiens, ça commence à être bien, alors. C'est ça, voilà. J'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que comme j'ai eu l'impression que ça venait de ce livre-là, je me suis dit, je vais faire un livre. Et puis, en fait, ce livre, donc, il a été relu par une amie libraire, Hermine, qui Mhm. avait joué dans le premier court-métrage. Donc, elle m'a aidée à réécrire les choses qui n'allaient pas. Et puis, ensuite, on l'a envoyé à plusieurs maisons d'édition, mais on vient de l'envoyer. Donc là, on n'a pas eu de retour encore. Et en plus, là, on a eu quelqu'un qui nous a dit, en fait, le problème, c'est que pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire des livres et à faire des Ah ouais. livres d'illustration. Donc, les maisons d'édition en reçoivent encore plus qu'avant. Et donc, il y en a forcément 1 sur 1000 qui va être choisi, quoi. Donc, bon, Ouais. tout ça pour dire que Hermine elle m'a fait ce super joli livre, la couverture et tout. Enfin, elle a une formation de reliure, donc elle a relié Mhm. celui-ci pour ma filleule. Et puis voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'édition non plus derrière. Et ça a pris combien de temps à faire ce projet-là? C'était pendant que tu n'avais pas d'autres choses à faire? Ouais. Ouais. Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'année dernière, j'ai déménagé de Paris et je suis revenue en campagne. Donc, je suis dans une petite maison et je faisais du freelance avant même le Mhm. confinement. C'est-à-dire que, enfin, quelques mois avant, je me suis dit, allez, je pars de Paris. Et puis, je tente l'aventure freelance. Et j'ai commencé à travailler pour une boîte au Luxembourg. Et c'était vachement bien sur un projet qui n'a pas encore été annoncé, je crois, mais en tout cas qui est vraiment super, enfin qui va être super cool. Et Ouais. puis j'ai bossé 3 mois avec eux, et à la fin de ça, je me suis retrouvée sans projet. Et donc je me suis dit, je vais faire ça. Et à la fin de ça, j'ai une autre boîte qui m'a appelée, et ensuite j'ai travaillé pour eux. Mais il y a eu un gap de 2 mois, donc environ, donc ça faisait de mi-février jusqu'à mi-avril, je crois.
Et donc voilà, ça m'a pris à peu près 2 mois. Et c'était vraiment le moment où... Ah non, ça m'a pris 1 mois et demi, parce que j'ai commencé en mars. Et en fait, c'est marrant, c'est à ce moment-là qu'on a annoncé le premier confinement. Et du coup, j'ai des souvenirs de quand je faisais ces planches, on était en Skype avec plein de gens qui voulaient Skyper tout à coup parce que tout le monde était en, Ouais. tout le monde était en confinement. Et c'était hyper sympa de discuter avec les copains en faisant tout ça. Je pense pas que ce soit mon ambition d'en refaire, Mhm. parce que j'ai trouvé ça sympa de le faire, mais je préfère, comme on disait tout à l'heure, c'est le résultat plutôt que le chemin pour y Ouais. arriver, parce que du coup, c'était un peu trop long. Comme c'est des illustrations, il fallait prendre du temps pour trouver les couleurs, trouver les dessins, les designs et tout, alors qu'au storyboard, tu vas très vite pour raconter un truc. Là, c'était juste un tout petit peu trop long pour moi. Ouais. Enfin, c'était une expérience sympa, mais je sais pas si professionnellement, je le referai. Ouais, en tout cas, bah, moi, ce qui me plaît surtout, c'est la simplicité de tout ça, en fait, le fait qu'il y ait pas de décor et puis la texture et tout, je trouve que ça donne un rendu assez particulier parce que dans le rêve de Sam, c'est ce qui m'a le plus accroché, quoi. C'est le côté type de Ouais. rendu qui a aussi, je pense, parlé à plein de monde parce que c'est un truc assez pas, qu'on voit pas souvent, quoi, qui n'est pas juste Ouais, des le rendu aplats et rêve, tout. bah ça c'était beaucoup plus simple que le rêve de Sam, hein. Alors après c'est vrai que le rêve de Oui, Sam, c'est sûr. Mm. tout le process pour arriver au rendu du rêve de Sam, je me souviens que c'était à cause d'une broche, en fait. Je crois que c'était à cause d'une broche. Parce qu'à la base, moi, j'avais fait des petits designs comme ça. Et puis, Mhm. c'est à partir de là, c'était le début, tu vois. Et ensuite, j'ai fait une colo, j'ai trouvé une broche sur le réseau à MacGuff que quelqu'un m'avait filé. Et puis, j'ai fait ce truc-là et je me suis dit, ah bah, ce serait sympa de faire un film où il n'y a que ce rendu-là. Et je ne sais pas du tout si c'est possible, mais ce serait vraiment cool. Et, Ouais. et à partir de là, j'ai fait le petit test de la souris qui va chercher la plume. Et ça a été la base. Je me suis dit, ah, finalement, c'est possible de faire ça. Sauf que ça, c'est 1 ou 2 secondes, je sais pas combien de temps ça dure, 7 secondes. Ouais. Mais du coup, c'était rien. Et moi, je me suis dit, ah, c'est possible. Donc au final, Ah, ils l'ont fait 7 minutes. ah, oh là là, si j'avais su à l'époque comment ça allait être compliqué. En plus, à la base, comme j'étais nulle en couleur, vraiment, vraiment nulle, enfin, en tout cas, je faisais des trucs qui me plaisaient pas, je comptais le faire en noir et blanc. C'était la première image. Ah ouais, ça, je Je savais voulais le pas. faire en noir et blanc. Et après, j'ai quand même fait un test couleur. Et puis après, quand j'ai trouvé ma productrice à Annecy, elle m'a dit non, ce serait dommage de le faire en couleur parce que tu as, des trucs, enfin de le faire en noir et blanc parce que tu as des trucs en couleur qui sont vraiment poétiques. Et puis je me suis dit, bon, Mhm. moi, parce qu'à la base, on avait fait ça avec un copain. Puis j'avais d'autres façons de rendu, tu vois. J'explorais en fait les différents rendus qu'on aurait pu faire. Ah oui, j'avais fait un mini storyboard, des trucs un peu basiques, hein, comme ça. Des trucs Ouais. où j'étais vraiment, pour un projet perso en général, je fais pas un truc hyper développé. Et du coup, lui, il avait fait une animation que j'avais ensuite mise en couleur, donc à la main sur Photoshop. Et c'était cette animation-là, donc ça, c'est lui qui avait fait. Et puis moi, j'ai mis la Mhm. couleur, donc avec la broche en question, sur Photoshop. Et ça m'avait pris 2 mois pour 2 plans. Ouais. Donc c'était hyper long. Et en plus, maintenant, le design a changé, mais tout ça pour dire que ensuite, avec ça, j'étais allée à Annecy, j'avais montré ça à Barbara, elle était vraiment tombée sous le charme du rendu. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut automatiser un peu ça? Et c'est là que je suis allée au booth de TV Paint à Annecy, que Mhm. j'ai demandé à Elodie, qui était là, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire ça avec TV Paint? Elle m'a montré des outils qui étaient formidables, et donc, ben, c'était possible, en fait. Donc, au final, après, les premiers tests qu'on avait fait, ça rendait ça. Ça, c'était notre... en gros, ma productrice avait embauché une personne qui était spécialiste TV Paint, qui se trouvait à Angoulême, qui s'appelle Marie Boucher, et qui vraiment m'a tout appris, quoi. Elle a révolutionné la prod. Mais notre premier test, ça avait donné ça. Donc c'était marrant. Et puis, Il faut le et conserver puis parce que ensuite, sinon, ouais, elle ça. avait réussi à faire le truc du début que moi, je l'avais fait à la main. Il restait un plan en noir et blanc, et elle a fait le plan en noir et blanc en couleur. Et voilà, ça donnait ça. Donc, c'était pas tout à fait encore ce qu'on voulait, mais ça se rapprochait beaucoup. Mhm. Et donc, tout ça, c'était vraiment un process assez long et fastidieux. Et au final, pour rejoindre ta question, ça, c'est
à côté, c'est rien du tout. Oui, c'est Genre, vrai je faisais qu'une juste fois une qu'on a les sélection, infos j'ai fait le techniques, dessin en ref. Ensuite, au trait, quoi. Ensuite, je faisais une sélection autour. Et puis, je choisissais une couleur. Et avec une broche, j'ai juste balayé dedans et ça donnait ça, quoi. Mais là, c'est la broche que je lis en vrai. Moi, j'ai pas fait grand-chose par un dessin et choisir une couleur. pour le rêve de Sam, si je me souviens bien, il y avait une histoire de on va diffuser une brosse pour que ça ait cet effet. C'est pas fait à la main, quoi. C'est une histoire de on va projeter une brosse dessus ou un truc comme ça. Donc c'est Alors, il y a eu entre plusieurs deux. trucs. Ouais, c'est entre deux. C'est-à-dire que le problème, c'est que oui, donc TV Paint, ils ont un logiciel, pas un logiciel, un plugin, je sais plus quoi, qui s'appelle le diffuseur de brush. Et donc, on s'est servi de ça pour faire ça. Mais il y avait des moments où ça semblait trop automatique. Tu vois ce Mm. que je veux dire? On Trop aurait vraiment régulier dit un peut-être. truc, ouais, trop régulier. Donc moi, après, je venais refaire des coups de brush. Ensuite, il y a des plans que TV Paint ne prenait pas en charge, enfin, ne prenait pas en... qui étaient trop lourds, avec beaucoup de choses. Du coup, le diffuseur de brosse, le problème, c'est que sur une image enfin, une image entière, peut-être c'est moi qui m'en servais pas bien, mais en tout cas, j'arrivais pas à le faire dépasser un espèce de rond au milieu, et donc tout le Mm. reste, ça restait de la couleur normale. Et donc, Ok. il fallait découper ton image en plusieurs, en 9 images, donc 3 en haut, 3 au milieu et 3 en bas. Et chaque petite image, tu faisais le diffuseur et ensuite tu remettais tout ensemble et ensuite tu revenais retoucher pour que les bords ne se voient pas trop. Donc, c'était assez fastidieux, quand même, laborieux. Ouais. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça prenait tellement de temps que on est allé voir un autre studio, les films du Poisson Rouge, qui eux, ils avaient un logiciel qu'ils étaient en train de développer, un Mhm. développeur qui était chez eux qui s'appelle Anaël Sagesi, qui est génial, qui vraiment, il a pris tout en charge et ça nous a fait gagner un temps monstre. Enfin, Ouais. pour un titre d'exemple, on a fait en moi, en une semaine, je faisais entre 3 et 4 plans. Enfin, je pouvais faire entre 3 et 4 plans. Anaël, en 2 semaines, il a fait 50 plans. Donc, Ouais. c'est... Et puis, ils sont magnifiques, ces plans. Je faisais des retouches quand même, mais il y avait beaucoup moins de retouches que sur un plan TV Paint. Donc, en gros, le film, il a 50%, je dirais, TV Paint et 50% du logiciel d'Anaël qui s'appelle Mo. Mhm. Et on en fait un mix des deux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne voit pas trop la différence entre les deux. Ouais. C'est vraiment, ouais, ça rend super bien. Enfin, moi, j'étais très, très contente de tout ça. Et au final, je pense que TV Paint, l'avantage, c'est qu'ils nous ont vraiment donné le, enfin, la possibilité de le faire. S'il n'y avait pas eu Mhm. TV Paint, on ne serait pas parti sur cette prod-là. Enfin, on Il se n'y aurait serait pas eu dit, ce c'est pas rendu, quoi. possible. Ouais, en tout cas, il n'y aurait pas eu ce rendu. Donc, ça nous a donné confiance. On y a été. Au bout d'un an, on s'est dit, oh là là, on ne sera jamais dans les temps, parce qu'on avait du CNC, etc. Et donc, il y a des deadlines. Et donc, on est allé voir Anaël. Et c'est un ami en plus qui, tout au début de la prod de Sam, quand il avait vu mon test, il m'avait dit, va voir Anaël, ça va être génial. Et moi, je ne suis pas allée. Moi, je Ouais. voulais faire avec TV Paint. Et puis, au bout d'un an, j'y suis quand même allée. Et puis, tout s'est bien goupillé. Et on a pu travailler avec ce logiciel-là. Il y a un C'était truc que je me pratique. demande, moi, par rapport à la construction d'un projet en lui-même, parce que là, tu avais donc cette idée, tu as fait des tests et tout ça. Ensuite, tu Ouais. rencontres la productrice et vous allez ensemble chercher des aides, Ouais. des financements, des choses comme ça. Et comment ça s'est construit, ce truc-là? Quand je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire un court-métrage entier, j'ai fait le storyboard, l'animatique, j'avais les tests, je suis allée à Annecy. Et puis, j'ai participé à des sessions de recrutement où c'était justement des studios qui cherchaient à produire des courts-métrages ou des choses comme ça. Et Mhm. puis, j'en ai fait plusieurs. Et puis, au bar, comme ça, je discutais avec un pote qui m'a dit, ah, moi, j'ai une amie, elle cherche à produire des films. Donc, il lui a donné mon numéro. Et je l'ai rencontrée, c'était Barbara. Et c'est marrant parce que c'était pas du tout genre officiel. On s'est rencontrés sur des transats sur le bord Ouais. du lac. Et en fait, tous les autres producteurs m'avaient déjà proposé de faire un truc. Mais en fait, la différence avec Barbara, c'est que elle était pas du tout branchée argent. Elle m'a tout de suite dit, alors moi pour l'instant, j'ai pas de production, de boîte de production quoi. Je suis en train de la monter. Je peux pas t'offrir directement comme ça des sous, mais par contre, elle était tellement charmée quand elle m'a Mhm. parlé de son ressenti, ça m'a donné vraiment, ça m'a motivée. Et donc je me Ouais. suis dit, ah bah, je préfère partir avec quelqu'un qui croit vraiment dans le projet, qui est attendri et qui aime le projet tout simplement et qui vraiment me le montre. Comme ça, moi, ça me rassure et ça me donne envie en fait d'aller plus loin. Et donc à partir de là, moi j'étais à MacGuff à ce moment-là. Et à partir de là,
pendant toute une année, Barbara, elle s'est mise à rechercher toutes les aides qu'on pouvait avoir. Alors que ce soit des bourses, que ce soit le CNC, que ce soit des aides financières d'autres personnes, pas des bourses, mais par exemple, on a eu des aides d'une banque, par exemple, Il y a des les aides régions de qui la financent des région. fois. Exactement. Donc, on a fait tout ce travail-là. Donc, moi, tout ce que je faisais, c'est elle montait le dossier pendant que moi, je regardais le dossier, puis j'ajoutais des dessins ou des choses comme ça. Et tout ce qui était rédaction de texte, moi, je suis pas terrible là-dedans, donc c'est elle qui le faisait parce qu'elle écrit super bien. Donc, voilà. Au bout d'un an, on a eu une bourse de Poitou-Charentes, donc c'était 20 000 euros. C'est pas assez pour faire toute une production, mais c'était vraiment un bon début. Et donc, à partir de là, qu'on a eu cette bourse-là, j'ai donné mon préavis à MacGuff. Et puis, l'été d'après, j'ai donné mon préavis, c'était au printemps. Et à la fin de l'été, enfin août, quoi, parce qu'on avait recruté des gens déjà, 3 personnes, je crois, 4 personnes. Et donc, on s'est mis sur Angoulême. On a loué un local d'un groupe qui avait déjà un local qui s'appelait les Sapins Sympas et qui a été créé par des étudiants de l'EMK, justement. Donc, on s'est retrouvés là. Et puis, alors moi, j'ai déménagé parce que du coup, j'étais sur Paris à ce moment-là, mais ma productrice, elle vivait sur Angoulême. Et puis, toutes les personnes qu'on avait recrutées étaient sur Angoulême. Donc, c'était plus pratique pour moi d'aller là-bas. Et au final, on est resté là pour. Les gens ont fini leur contrat, ils sont partis sur d'autres prods, donc on a réembauché d'autres personnes. Alors, ce qui était très compliqué, c'est qu'il n'y avait pas d'animateurs disponibles à ce moment-là. Les animateurs 2D vivaient une période de plein emploi, encore maintenant d'ailleurs. Et donc, c'était très, très difficile. On ne trouvait vraiment personne. Donc, on a eu des soucis pour ça. Il y a eu des soucis aussi. On a eu une aide du CNC, l'aide, je ne sais plus laquelle, nouvelle technologie, parce qu'on utilisait TV Paint, il me semble, ce nouvel outil. Et en fait, cette aide-là, le truc, c'est que tu l'as pas directement. Du coup, il me semble qu'il faut avancer des frais d'abord et qu'ensuite, faut payer des gens pour ensuite montrer les feuilles de salaire pour ensuite que le CNC te donne de l'argent. Donc en fait, c'est un petit peu un piège aussi parce que c'est quand même un énorme investissement quand tu veux produire ce genre de court-métrage. Et puis le court-métrage, on sait aussi que c'est pas ce qui va te rapporter le plus après. Donc, Oui, parce que c'est projeté en festival, dans des séances de court-métrage et tout ça, mais c'est quand même, ça n'a pas la portée d'un long-métrage. Déjà que des longs-métrages, c'est difficile à le rendre rentable des fois quand c'est pas, quand c'est une histoire un peu singulière ou quoi, des fois c'est pas diffusé. Enfin, c'est déjà un peu compliqué avec un long-métrage, alors avec un court, c'est ardu. Ouais. Nous, on a eu la chance, moi, j'ai eu la chance de tomber sur Barbara qui, elle, s'est vraiment donnée à fond pour trouver plein de financements et pour aussi trouver un diffuseur qui est très cool, le Cinéma Public Film, qui, du coup, non seulement ils ont fait Sam, il est passé en cinéma dans le programme Sam et Le rêve de Sam et autres cours, avec 3 autres cours. Et donc, il a été vu dans les cinémas, il est en DVD maintenant, il est sur une plateforme de streaming pour les enfants qui s'appelle Banshee et qui est super, quoi. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir parce que, en fait, quand tu fais un travail, ton but, c'est quand même qu'il soit vu. Et donc, dans les festivals, c'est cool, mais ça reste une audience limitée, les festivals. C'est pour ça que, vraiment, là, je suis très contente de pouvoir, d'avoir ce distributeur-là. Tu as à la fois ce côté construire un projet et tout, et j'aimerais juste revenir aussi sur le côté storyboard avec Chaud le Mouton, vu que là, c'est un autre studio. Et pour l'instant, j'ai encore discuté avec personne qui a bossé avec eux, donc pour savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, est-ce que c'était un endroit, est-ce que c'était en freelance, enfin, comment c'était quoi? Ouais, moi je suis un peu déçue parce que c'était en freelance. Ouais. En gros, en plus, ça, j'hésitais à le mettre sur le site parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur Sam et j'avais plus de sous. Donc, on n'avait plus de sous avec Barbara, on était un peu. Voilà. Et je lui ai dit, moi, il faudrait que je retravaille un peu. Et j'ai un copain qui bossait justement à Hardman et il cherchait des storyboarders. Et donc, pour une séquence, en tout cas, j'ai accepté de bosser avec eux en guise de donner un coup de main, tu vois, mais sans être sur toute la prod. Et là, c'était assez particulier. C'est la première fois où j'ai pas du tout parlé au réalisateur. C'est la prod qui m'a envoyé le script et puis qui m'a fait le pitch et il m'a envoyé les designs et tout. Et puis ensuite, moi, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait. Enfin, j'ai envoyé mon board et j'ai pas eu de retour du tout.
je me demandais si c'était bien. Enfin, personne m'a rien dit. Et du coup, quelques mois plus tard, ils m'ont rappelé pour un autre projet en disant qu'ils avaient bien aimé ce board, justement, qu'ils étaient en D'accord. train de faire un autre projet et qu'ils avaient besoin de storyboarder. Mais Faut toujours j'étais le dire quand on engagée trouve sur autre quelque chose chose. de bien, ouais, histoire de pas laisser dans le flou. Ouais, je savais Ouais. pas. Du coup, je me suis dit, merde. Et puis après, quand j'ai vu le film, je trouvais ça génial et j'ai vu qu'il y avait certaines parties de ma séquence qui étaient dans le film. Alors, je me suis dit, bon, bah, ils doivent avoir bien aimé ces trucs-là, surtout des trucs que j'ai ajoutés, qui n'étaient pas Ouais. forcément dans le script, parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'on me demandait, puisque j'avais pas été pitchée. Donc, je pense qu'ils voulaient savoir quel était mon avis là-dessus. Donc, voilà. Donc là, c'était une séquence où tu as Sean il y a un petit extraterrestre, en fait, et il cherche son vaisseau spatial. Mais le petit extraterrestre, il va toujours dans des trucs. Enfin, il fait toujours des bêtises. Et là, il est super content parce qu'il trouve une poubelle et il tombe un peu sous le charme de la poubelle. Donc, t'as Sean qui va le voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette histoire? Et puis, t'as le. Il dit, il fait des bruits en fait. Il parle même pas. Ouais. Et donc, il lui montre qu'il aime bien la poubelle. Et puis, il fait, c'est mon ami. Il fait, n'importe quoi. Allez, viens, on y va. Et donc, il se barre. Et puis, t'as l'extraterrestre qui fait, ok, attends-moi. Mais bon, il est un peu triste. Il dit, alors, attends. Il dit au revoir au... Et donc là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de pauses. Hein. Clairement, Ouais. là, j'aurais fait plusieurs pauses si j'étais sur notre prod. Et en fait, de la poubelle, j'ai fait qu'il y avait un chat qui sortait. Miaou. Et du coup, lui, ça l'étonne un peu. Genre, merde, c'est pas un être vivant, c'est quoi cette histoire? Et donc, ils vont dans la forêt. Puis Sean, il a un peu peur et tout. Et puis, il entend des bruits bizarres. Il y a le buisson qui fait. Et puis, wouhou! Et donc, il fait super attention et il marche sur un bout de bois. Et donc, ça lui fait super peur. Il se met en mode karaté. Et puis, derrière lui, il y a l'extraterrestre qui est là. Tout se passe bien pour lui. En fait, il n'a pas du tout peur. Et donc, tu as Sean qui le suit finalement au fond de la forêt. Et puis, d'un seul coup, il ouvre et là, l'extraterrestre, il voit quelque chose. Il dit, c'est là. Regarde, c'est mon vaisseau. Et puis, du coup, il y a Sean qui regarde et il voit rien. Et du coup, il fait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi tu montres ça? Et parce que regarde, c'est mon vaisseau, quoi. Enfin, ils parlent pas. Hein. Ils font des bruits. Ça m'a rappelé un peu les mignons pour le coup. Bobody Ouais. Bobody. Et puis, t'as Sean qui est là, c'est encore une histoire de l'extraterrestre. De toute façon, c'est n'importe quoi. Et donc, il s'en va. Il comprend pas. Et nous, on voit qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe avec un oiseau qui est fou. Il rentre dans une espèce de champ bleu, magnétique. Et t'as Sean qui trébuche sur quelque chose. Et ça fait ouh, ouh. Et puis en fait, c'était la clé. Enfin, moi, j'ai fait une vraie Ouais. clé. En fait, c'est un espèce de. C'était pas écrit ça dans le script. Donc, en fait, eux, je crois que c'est une espèce de manette, je sais pas quoi. Moi, j'ai fait une clé de voiture normale. J'ai pas trop d'imagination. Et du coup, d'un seul coup, ça fait que il y a le vaisseau qui apparaît. Mais nous, on le voit pas parce que ma séquence s'arrêtait là. Donc voilà, Ouais. ça, c'est ce que j'avais fait. Donc ça a Et été cette une mission assez expérience-là. courte, quoi. C'était super court. Et après, ils m'ont dit, si tu veux venir visiter les studios et tout, pas de problème. Et moi, j'avais trop envie. Mais là, on était reparti sur Sam avec Barbara et il fallait Mm. vraiment produire. En fait, j'avais vraiment pas le temps d'y aller. Et j'aurais trop aimé aller voir les miniatures, les maquettes et tout, les Ouais. marionnettes. Ça m'aurait vraiment plu. Mais voilà. Du coup, ça, c'était mon expérience chez Hardman. Et puis, au final, ouais, j'ai failli rebosser pour eux sur leur prochain projet, mais c'est pareil, j'avais d'autres projets à ce moment-là, donc c'était pas Mm. possible. Peut-être plus C'est vrai que du coup, tard. t'es amené à refuser des choses et tu peux choisir quand même ce sur quoi tu vas aller, quoi. T'es Ouais, pas on a de la enfin, tu te chance. sens pas contrainte de faire des trucs ou quoi. Ouais, non, bah là, c'est sûr que quand on est storyboarder, on a vraiment la possibilité de choisir les projets parce que, enfin, ça dépend. Je dis vraiment, des fois, il y a des années où Mm. non, tu es obligé de travailler. Donc là, cette année, l'année d'avant, en fait, on est dans une période de plein emploi et il y a même plus de travail que de storyboarder, j'ai l'impression, parce que moi, je reçois des offres vraiment une ou deux fois par mois. C'est Ouais. vraiment c'est vraiment très, très présent, quoi. Enfin, tout le monde reçoit des offres d'emploi. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre non seulement de choisir nos projets, mais on peut Mhm. aussi se permettre de demander un salaire plus élevé. Donc on est Ok. gâté en fait. Et Ouais. je vais faire la prédiction que d'ici quelques années, ce sera complètement terminé, parce que du coup, les boîtes sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de storyboarders. Et donc là, il y a non seulement de plus en plus d'étudiants qui veulent faire du storyboard, et en plus, ils ouvrent une école de storyboard à Angoulême. Donc je Ah ouais? pense que là, ouais, il va y avoir de plus en plus
de storyboarders sur le marché. Et donc, j'ai l'impression qu'on aura moins de place plus tard, quoi, que maintenant. Ok. Et donc, je ne sais pas si ça va avoir une incidence sur sur le travail ou sur la qualité de vie, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est ce qui s'était un peu passé avec les animateurs avant. C'est-à-dire Ouais. qu'avant, il n'y C'est par avait cycle, pas je beaucoup pense. d'animateurs. Ouais, c'est ça. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'animateurs. À l'époque où Disney s'était implanté à Montreuil, ils cherchaient des animateurs, donc il y avait quand même beaucoup d'emplois. Et puis, au fur et à mesure que ce milieu-là est devenu connu, que les étudiants savaient qu'on pouvait faire de l'animation, ils ont vraiment voulu faire ça. Donc maintenant, il y a plus d'animateurs qu'il y a de place. Donc c'est compliqué quand tu es animateur, je pense, plus qu'avant. Ouais. Et là, c'est un peu ce qui se passe, je pense, avec le storyboard. J'ai entendu parler avec Emmanuel du côté forfait. J'imagine que c'est pas le cas sur les productions hors de France, ça je sais pas. Et quel est Alors, ton avis là-dessus, quoi, sur ce côté-là? c'est vrai que le forfait, ça se fait surtout en série. Et donc, D'accord. très clairement, le forfait, on en parle beaucoup. Même moi qui ne suis pas en série, je discute beaucoup avec des gens qui en font, qui sont en forfait. Et on a eu certaines discussions avec ça, avec plein de storyboarders à propos de ça. Et des gens qui nous ont dit, des syndicats qui nous ont dit, ouais, c'est normalement le forfait, c'est illégal. Tu n'auras jamais marqué sur un contrat forfait. C'est toujours la prod qui va t'expliquer comment ça se passe. Et le problème, c'est que tu ne peux pas vraiment refuser, parce que si tu refuses, tu n'as pas de taf, et donc il y a toujours quelqu'un d'autre qui va accepter. Donc c'est un peu un sujet tabou. On essaie de faire en sorte que ça ne se fasse plus, mais moi, personnellement, je ne peux rien faire quand je ne bosse pas là-dedans. La seule chose que je peux faire, c'est en parler, quoi. Et donc, il y a ça. Et conseiller forcément si on a des doutes, et puis si jamais c'est vraiment un forfait infaisable, c'est-à-dire que si vraiment on te donne un temps, une deadline qui est intenable, décide d'aller en parler à un syndicat, par le SNPPCT par exemple. À MacGuff, comment ça se passe? On a des contrats d'intermittence Ils aiment bien faire des contrats de 3 à 6 mois, de temps en temps un peu moins quand ils arrivent à la fin d'une année. Mais ouais, c'était très simple pour moi. Il m'avait fait des contrats. Alors, à la base, moi, j'avais pas du tout négocié quand je suis sortie de l'école. Hein, comme beaucoup de gens, on pense pas à négocier. Ouais. Et MacGuff, il m'avait dit, voilà, si on te paye ce prix-là, est-ce que ça te va? Moi, je suis là, bah oui, très bien. Puis après, en interne, on m'avait dit, ah, c'est quand même pas un salaire très haut, donc est-ce que tu peux aller négocier? Et donc, je suis allée négocier. J'ai eu la chance que les réals aimaient bien mon travail, donc j'ai pu négocier. Mais c'est vrai que si tu es un peu pas sûr de toi, forcément, c'est un peu plus compliqué pour négocier. Comme j'ai pas pu comparer avec les autres boîtes, je sais pas si c'est... Après, je sais qu'au bout d'un moment, j'étais bien payée, vraiment, avec l'ancienneté et l'expérience. Mais à la base, donc, je suis arrivée à 110. Mais c'était ma période d'essai à 110 euros au jour, en intermittence. Hein. Ouais. Et donc à 110. Et puis après ma période d'essai, je suis passée à 120. Et puis au bout d'un moment, j'ai demandé une augmentation. J'étais passée à 150, je crois, ou non, 160, je ne sais plus. Et puis un jour, je devais être à 180, parce qu'en fait, comme je faisais que partir et revenir avec mes projets, etc., au bout d'un moment, quand je revenais, je pouvais renégocier. Et je crois que mon dernier tarif, c'était 230 à MacGuff. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment bien. Moi, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas de prêt ni rien, donc j'ai pas besoin de plus. Et ensuite, quand j'ai commencé à bosser en freelance, là, forcément, ça se gâte. Donc là, tu demandes plutôt le minimum, c'est vraiment 300, parce que tu es en freelance et donc tu vas payer tes propres charges. Et aussi, du coup, voilà, les autres trucs. Et maintenant, tu vas payer les impôts, alors que quand tu es en intermittence, c'est à la source. Mais du coup, voilà. Donc, de toute façon, on paye tous nos impôts, mais il faut se mettre dans la tête qu'il y a quand même une partie des sous que tu gagnes qui vont vraiment partir. Et donc, les Américains, alors pour les Français, c'est un tarif journalier. Les Américains, ils aiment bien parler de tarif à la semaine et te payer à la semaine, en fait. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Et là, pour le coup, principalement, j'ai été payée 2500 par semaine, donc 500 euros par jour. Euros, non, dollars. Donc ça fait moins en fait. Ça fait peut-être 400, je sais pas, 450. Ouais, vu que la différence dollar-euro commence à être Ça dépend. assez balèze. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend du cours du dollar. Et du coup, je me suis mise à regarder la bourse et le cours du dollar parce que
faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que quand tu vas bosser, par exemple, en juin dernier, le dollar était super bas. Donc, je sais plus, je crois qu'il était descendu à 1,16, 1,15, je sais plus, même plus bas, je sais plus. Mais du coup, vraiment, ça fait que je gagnais beaucoup d'argent parce que le dollar, quand je le convertissais en euros, je perdais pas beaucoup. Alors que là, il est remonté super haut. Là, il était à 1,23 il y a 2 semaines. Donc, il a beaucoup augmenté. Et du coup, ça fait qu'il y a une plus grande différence. Et que quand je gagne le même salaire américain en dollars, ça va me faire moins d'euros, en fait. Donc, il faut prendre ça en compte quand tu bosses En pour vrai, les on a Américains. pareil sur Calipec, quoi, parce qu'on dépend de l'App Store, tout est en dollars. Donc, il y a le côté Ah ouais. conversion derrière, quoi. C'est pour ça Ah, vous que aussi, vous je avez vois le ça, ouais. truc. Ouais. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention au cours du dollar. Mais ce que j'ai fait aussi quand j'ai commencé, j'ai mis un message sur Facebook, il y a un groupe Facebook pour les freelances. Et d'ailleurs, si ça intéresse des gens, c'est vraiment bien, tout le monde est là pour répondre aux questions. AGSA, MDA, j'y comprends que dalle, V2, parce qu'apparemment il y avait un premier groupe. Et bon, bref, ça c'est vraiment un groupe super. Et plein de gens m'ont conseillé parce que ma banque prenait énormément de frais quand on reçoit des dollars. Et C'est donc, vrai qu'il y a ça aussi. ouais, c'est chiant. Ils prenaient vraiment beaucoup de frais, quoi. Quand tu as un salaire au bout d'un mois, ça fait beaucoup. Et du coup, ils m'ont conseillé de passer par une banque en ligne qui s'appelle TransferWise, qui vient de changer de nom d'ailleurs, je crois que ça s'appelle juste Wise. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu reçois tes dollars sur la banque. Et donc, la banque en ligne, elle convertit pas en euros. Donc, elle te prend pas des frais de conversion. Tu restes en dollars. Si tu veux les convertir, tu peux. Donc, tu peux attendre que le cours du dollar soit plus bas, enfin, que le dollar soit plus bas qu'à un autre moment. Faut faire des paris aussi là-dessus, du coup, plutôt que de perdre complètement tout l'argent que tu aurais perdu si tu avais utilisé une banque française. Donc ça, c'était très pratique quand même, d'avoir une banque en ligne où tu gardes les dollars en dollars et tu fais la conversion quand tu veux au moment où c'est le mieux pour toi, quoi. C'est encore une fois que tu es en freelance, indépendant, tout ça, tu te rends compte qu'il y a ces trucs-là et Ouais. tu devais pas t'en préoccuper avant, quoi. Ah, pas du Ouais. tout, ouais. Non, c'est vrai que c'est quand tu passes d'intermittent à freelance, il y a plus de trucs à gérer, mais en même temps, c'est pas impossible. Parce que moi, j'avais super peur avant, et j'ai demandé à un ami qui était en freelance, et il m'avait dit un truc très bien. Il m'avait dit, tu sais, il suffit d'être organisé un minimum et tu vas y arriver. Et si tout le monde te dit que c'est horrible, c'est parce qu'on est dans un milieu de gens phobiques de l'administration et que du coup, ils ont tous un peu Ouais. peur. Mais en vrai, ouais, il suffit. Moi, maintenant, j'ai un tableau Excel où j'ai fait un truc de chaque mois de l'année, puis sur plusieurs années. Chaque mois, je mets l'employeur que j'ai eu, le temps que ça a duré, le salaire en dollars, le salaire à conversion en euros au moment où je l'ai eu, et mettre 16% de côté pour les charges, mettre 30% de côté pour les impôts. Donc, et à la fin du mois, qu'est-ce que je dois mettre de côté, qu'est-ce que je peux utiliser. Comme ça, c'est vraiment Ouais. hyper clair. Et en plus, quand je vais déclarer, que ce soit les impôts ou les charges, ça va être beaucoup plus simple, quoi. Donc, comment ça se Donc, passe au quotidien, ton boulot, quoi, que ce soit, enfin là, surtout quand tu travailles depuis chez toi ou quoi, comment tu gères ce truc-là pour placer les heures là où il faut? Est-ce que tu travailles tout le temps le même nombre d'heures? Comment tu fais ça, quoi? alors, ouais, bah du coup, j'ai remarqué déjà que c'était pas du tout pareil pour tout le monde parce que le Ouais. télétravail, c'est un challenge. Alors, la chance que j'avais eue, c'est que j'avais déjà fait du télétravail quand je bossais pour Sam parce que du coup, j'avais passé 2 ans à bosser chez moi sur Sam, enfin chez moi, puis de temps en temps à Angoulême dans le studio. Et je m'étais rendu compte que pour moi, c'est pas si difficile d'avoir des horaires, enfin de respecter les horaires, même chez moi. Et surtout, c'était même, non seulement c'était pas difficile, mais en plus c'était obligé parce que sinon, je perdais vite le contrôle. Ou des fois, Ouais. tu sais, tu bosses jusqu'à 1h du mat. 2 heures du mat. Et après, tu dors mal. Et après, ça engendre quelque chose qui n'était pas du tout productif le jour d'après. Et du coup, je me suis vraiment mis des limites. Je bosse pas après 10 heures. Ça, normalement, je fais des horaires. Si je peux, je respecte les horaires de 10h, 19h, les mêmes horaires que j'avais à MAGUF. Mais de temps en temps, quand il y a des prods qui sont un peu plus compliqués ou quoi, je veux bien bosser plus. Mais je m'arrête à 10 heures. Je vais pas au-delà. Parce que sinon, après, ça engendre vraiment une boucle qui va pas. Et je me Ouais. mets à bosser à partir de 10 heures le matin. Parce que j'avais l'habitude à MAGUF et que si je commence plus tard, je vais me sentir coupable. Si je commence plus tôt, je vais me lever plus tôt, je vais être fatiguée, donc je vais pas être assez... Enfin, moi, mes horaires qui me vont très bien, c'est 10h, 19h. Après, c'est vrai que ça, je le faisais parce que je bossais avec le Luxembourg l'année dernière. Par contre, pour les Américains,
C'est un peu difficile parce qu'il y a 9 heures de décalage, enfin 8 ou 9 Ouais. heures selon la saison. Et en fait, comme ils étaient en Californie, moi, eux, il est 10 heures du matin, moi, il va être 19 heures, tu vois. Donc, en général, si j'ai une réunion qui commence à 19 heures, ça va vraiment, ça peut aller jusqu'à 21 heures, 21h30. Et du coup, ça fait que tu travailles quand même. J'avais l'impression de travailler plus parce que je passais ma journée à 10h, 19 heures. Et puis eux, quand ils se levaient et qu'ils commençaient leur journée, en général, ils commençaient quand même à 9 heures. Donc, je pouvais avoir des réunions à 18 heures. Mais ouais, c'est vrai que de temps en temps, ça arrivait que, il y a des moments où il y a eu des réunions où on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait faire pour la séquence, et du coup, ça prenait vraiment beaucoup plus de temps, et que du coup, ça fasse des heures sup. Mais moi, je les faisais pas payer, peut-être j'aurais dû, mais c'est vrai que je les comptais pas. C'était à moi de gérer ça. Je pense que aussi, ce qu'on peut faire, c'est quand on dépasse, tu travailles 2 heures en plus le soir, et tu te dis le matin, je prends 2 heures en plus ma pause Ouais. déjeuner, ou alors le matin, tu vois, pour respecter un peu le nombre d'heures. Et puis, c'est vrai qu'au tout départ, quand j'étais arrivée à MacGuff, j'avais un pote, un de mes collègues, il arrivait pile à 10 heures et il partait pile à 19 heures. Il restait pas après, parce que nous, l'équipe, on restait de temps en temps jusqu'à 19h30, des fois 20h, bon, c'est rare, mais tu sais, on partait pas à 19h pile, mais lui, c'est vraiment à 19h pile. Et je me suis dit, il est un petit peu, pas rigide, mais tu sais, il est très cadré dans ce qu'il fait et tout. Et puis, je me suis rendu compte dans ma trentaine qu'en fait, je fais pareil parce que tout simplement, ça m'aide à pas trop mixer professionnel et personnel, parce que j'ai vu que ça pouvait poser problème de mixer les deux. Et du coup, Ouais. faire une sorte de... Ouais, essayer de faire un vrai... pas une barrière, mais tu sais, une séparation entre ton temps de travail et Ouais, ton un truc assez temps clair, ouais. personnel chez toi. Ouais. Donc, c'est Après, ça ça, c'est pour ça que j'essaie dépend, de respecter. ça dépend aussi le type de choses qu'on fait, quoi. Si on a, s'il y a, Ouais. j'imagine qu'il y a des travails où tu peux être sollicité tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas dans le tien, je pense. Non, ça va. Enfin, et pas forcément des échanges constants, parce que c'est de ce que je comprends aussi par rapport rien qu'à l'animation elle-même. On va pas forcément demander autant d'aller-retour à un storyboarder qu'à un animateur qu'à quelqu'un d'autre. Ça dépend. Il y a des métiers où c'est plus ou moins autonome. En tout cas, Ouais. t'as moins de bilan à faire selon les domaines, quoi, Ouais, c'est très apparemment. différent. Et puis, c'est vrai que moi, là, du coup, en storyboard, il n'y a pas trop de sollicitations. Mais par contre, quand je faisais de la réal, là, c'est sollicitations à fond, tout le temps. Hmm. Tout le temps, les gens Ouais. qui t'appellent pour savoir quoi faire, ou alors pour savoir si ce qu'ils ont fait, c'est bien, et si c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire à la place. Donc, c'est deux métiers très différents. En gros, oui, il y a pas vraiment de barrière dans ce domaine-là. Enfin, au début, quand je commençais à voir un petit peu ce que c'était le domaine de l'animation, pour moi, c'était assez. Bon, après, je dis ça, j'étais au collège et tout ça, quoi. Mais ça avait l'air d'être Ouais, assez en petites cases. Tu es ouais, storyboarder, tu fais des décors, tu fais des personnages. Et il n'y avait pas vraiment ce côté. Tu peux très bien faire de l'anime 3D, de FX, donc avec des éléments, etc., sur une production. Ensuite, tu pars faire des créatures. Ensuite, tu pars faire mhm, autre chose. Ensuite, tu fais de la prévise. Et ce côté-là, je l'ai découvert un peu après, quoi. Le fait que ouais, c'était pas vraiment si cloisonné que ce qu'on pourrait croire, parce que je dis surtout ça pour les étudiants qui ont parfois l'air de se dire, de ce que je vois, je veux faire du storyboard, par exemple, donc il faudrait que je fasse une école de storyboard et machin et trucs, mhm. alors que c'est pas aussi Ouais, linéaire, quoi. ouais, et Ouais. puis surtout, je pense que c'est parce que il y a beaucoup de gens, je pense, enfin, on est tous un peu là-dedans, où on est intéressé par quelque chose parce qu'il y a aussi l'apprentissage et la découverte, et que ça nous donne une sorte d'excitation, parce qu'on est, quand tu apprends et que tu découvres et que tu évolues et que tu prends de plus en plus de niveaux, c'est super agréable. Puis au bout d'un Mhm. moment, au bout de 10 ans, tu as passé 10 ans dans un truc, et tu te dis, il y a peut-être d'autres choses à apprendre dans la vie. Même si t'as Ouais. pas, enfin, il y a toujours des choses à apprendre dans le métier, mais voilà, c'est des remises en question qui sont, je pense, naturelles. Et effectivement, je comprends, ouais, je vois ce que tu veux dire, cette idée de tout dans des cases. Et je pense que quelque part, ça arrange aussi un petit peu les prods, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est très fort dans ce domaine-là, qui a passé beaucoup de temps, donc qui a le talent de le faire. Après, c'est vrai que c'est pas non plus fermé. Moi, je connais des gens à MacGuff. Je connais un copain, il a été, au départ, il était dans un département de 3D, je sais plus lequel, je sais plus si c'était modé ou un truc comme ça, et il faisait de la couleur, et à un moment donné, il est Mhm. allé au Hardep, il a montré ce qu'il faisait, et on lui a donné sa chance, et après, maintenant, il est devenu, il faisait des color keys, quoi. Ouais, ouais. Donc, oui, il y a forcément moyen de rentrer dans la boîte, et puis ensuite, essayer les autres corps de métier. Et après, c'est un petit peu
au feeling, quoi, ce qu'on a envie de faire au cours des années et tout. Et ben, pour Ouais, finir, super. justement, je ramène j'envoie les gens vers ton podcast qui s'appelle Smimi et Nono Podcast, qui est sur Yes. YouTube et donc aussi sur Twitch avec des lives. Bon, là, au Ouais. moment où on parle, on l'a pas encore fait, mais on va faire un live ensemble pour parler De notamment de Calipeg. Calipeg, d'entreprise, tout ça. Ouais. Et donc, je crois qu'au moment où ça sort, on l'a déjà fait. Donc, ça va se coïncider peut-être à peu près les sorties YouTube. J'invite les gens à aller Ouais. voir ça. Je mets aussi un lien vers ton site pour ceux qui veulent voir le storyboard, le faire défiler eux-mêmes et tout Merci. ça, quoi. Merci Ouais, beaucoup. merci Et puis, je te beaucoup, dis à Benjamin. bientôt, peut-être pour une prochaine sur d'autres sujets ou quoi. Ouais, carrément.